Merci beaucoup. Et, je suis vraiment ravie d'être ici. C'est vrai que je viens juste d'arriver, donc j'espère que je vais avoir quand même le punch nécessaire. Mais c'est la première fois que je viens dans votre île et je trouve déjà que d'abord l'accueil est formidable et puis le pays a l'air vraiment très très beau. J'ai hâte de voir un peu plus de plus près. Donc je vais vous raconter des choses sur le développement de l'enfant qui, moi, m'ont semblé utiles que vous le sachiez parce qu'il y a un grand engouement pour les neurosciences actuellement. Et donc, comme j'ai fait 40 années de bons et loyaux services au CNRS et que je travaillais sur la plasticité cérébrale du nourrisson, quand je rencontrais des parents et puis peut-être aussi de temps en temps des professionnels de crèche ou en école, on avait encore, d'après ces formations, des vieilles théories et des connaissances du développement de l'enfant qu'on a beaucoup bousculé ces dernières années. Et je pensais que c'était bien de refaire peut-être un petit peu le point de où en sont nos connaissances actuelles, parce que beaucoup de choses maintenant pourraient être regardées avec un œil neuf. Alors ce titre, je l'aime bien parce qu'en fin de compte, ça symbolise bien la grande inquiétude qu'on peut avoir en maternelle, où on pense quand même qu'il faut qu'on fasse des activités dirigées, puis le mot dirigé, bon, on le trouve un petit peu quand même fort, donc on parle aussi de jeu libre. Le fait que ces deux mots-là apparaissent pour présenter deux types d'activités, moi ça me questionne un petit peu, parce que est-ce qu'on fait vraiment du jeu libre, est-ce qu'on fait vraiment des activités dirigées? Peut-être qu'il se passe autre chose dans la tête de l'enfant quand on pense qu'on l'a mis dans une de ces deux cases-là. Alors, je voudrais d'abord vous interroger, comme je l'ai fait auprès de nombreux enseignants, sur pourquoi vous avez choisi ce métier. Ce métier, c'est vrai que quand on l'a fait, quand on l'a vraiment choisi, c'est d'abord qu'on aime les enfants, mais on s'est donné vraiment des objectifs. Alors, j'ai posé cette question-là et les premières choses qu'on m'a dit, vraiment, ce sont des phrases comme celle-là, le voir grandir, évoluer, le voir progresser, le soutenir son envie d'apprendre. Ce sont des belles phrases, tout ceci évidemment en toute liberté. Donc ça, c'est vraiment peut-être ce qui nous motiverait comme ça, mais c'est pas très facile à mettre en œuvre, parce que tout de suite après, il y a « il faut leur apprendre », avec le « il faut », et là, tout ça, vraiment, je l'ai entendu, hein, je l'ai mis un peu en vrac exprès pour vous montrer que ça sort un peu à tous les niveaux. Mais c'est vrai que voilà un peu la liste des choses qu'on aimerait faire. Alors, respecter les règles, être autonome, obéir, ranger, partager, rester assis. Alors ça, je l'ai eu plusieurs fois, il faudrait qu'on leur apprenne à rester assis. Bon, se taire et attendre, alors là, évidemment, encore autre objectif. Bon, vous voyez plein de choses. Leur apprendre les couleurs aussi, c'est toujours bien, puis leur apprendre à compter. Alors, arrivent plein de choses comme ça, donc vous voyez, c'est évidemment un clin d'œil. Hein. On se pose un petit peu des questions de la liste des choses qui seraient prioritaires à leur apprendre. Alors, qu'est-ce qu'on a comme représentation de comment un enfant apprend ? Alors ça, justement, faut voir que on se dit que justement c'est à l'adulte là d'intervenir. Donc la liberté va devenir un peu encadrée. Alors peut-être qu'on aura des jolis cadres, hein, mais de toute façon, ça sera quand même un peu forcément encadré. Alors comment est-ce que cet enfant va apprendre tout ça? Alors là aussi, plein de façons de se représenter le développement. Vous avez peut-être entendu, hein, mais j'aime bien les prendre comme pour montrer qu'on n'est pas très au clair là-dessus. Hein. Alors, les cerveaux des enfants sont comme des éponges, ils enregistrent tout. Bon, et là, clac, voilà le cerveau de notre enfant. Donc, on va se dire qu'il suffit juste de déverser des choses dessus. Du moment que c'est liquide, ça sera bien. Et c'est un peu passif comme mode d'apprentissage. Hein. Ensuite, c'est pour apprendre, plutôt c'est le mieux. Alors ça, oui, qu'est-ce qu'on a pu être bouleversé par cette idée-là? D'abord par des erreurs de publication. Il y a un livre qui est sorti en premier il y a pas mal d'années, qui est un livre du docteur Dobson, qui était en anglais « How to Parent », comment devenir un parent. Et puis la maison d'édition française a voulu faire un titre un peu à guicheur, et elle a dit « Tout se joue avant 6 ans ». Alors là, plein de parents ont acheté ce livre, l'ont pas lu, mais ont lu le titre. Et ils se sont mis une pression d'enfer. Surtout que quelques années après, le même bouquin, c'était « Tout se joue avant 3 ans ». Alors là, il y avait intérêt pour tous les
les parents et les professionnels, surtout de crèche, de se dire, là, il y a un truc qu'il ne faut pas qu'on rate. Parce que si on n'a pas tout fait bien pendant ces premières années-là, peut-être que justement, l'enfant ne pourra pas se développer. Donc tout ça, je vais le reprendre après, parce qu'évidemment, tout ceci est faux. Hein. Donc on n'a vraiment pas... on apprendra toute sa vie. Hein, et vraiment, la façon d'apprendre va pouvoir être prolongée toute la vie. Ensuite, c'est en répétant, ils finissent par comprendre. Là, j'ai transformé le cerveau en millefeuille, parce qu'on en met des fois des couches et des couches. C'est pas comme ça qu'on apprend. C'est pas parce qu'on nous a répété 50 000 fois la même chose. Si elle a été répétée d'une façon pas compréhensible, elle le sera toujours au bout de... Des fois, j'entends ça en crèche, ça fait 50 fois que je te dis qu'il ne faut pas faire ceci. Ben, c'est certainement qu'il y a eu 49 fois de trop, parce que certainement que l'enfant n'a toujours pas compris ce qu'on lui demande, on peut toujours lui répéter, ça ne pourra pas se faire. Donc, quelquefois, on ne sait pas aussi à quel niveau il faut qu'on se situe. Les plus grands vont servir de modèle aux plus jeunes. Ça aussi, c'est toujours avec cette idée qu'il faut se dépêcher et que les grands vont permettre aussi de booster un peu les plus jeunes. L'apprentissage ne se fait pas non plus simplement par cohabitation. Ça se saurait, hein, parce que dans les familles avec une fratrie, avec des enfants d'âge différents, ils n'arrivent pas tous au même niveau à la fin de l'année. Donc, ils gardent quand même tous, évidemment, leur évolution. Et puis, évidemment, n'oublions pas, leur donner des limites, les préparer à la vie ça va être dur, donc autant qu'on commence tout de suite. Donc ça, c'est un peu de représentation, je dirais, bon, caricaturale encore une fois, mais pas trop, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas trop derrière quels sont les processus en jeu pour apprendre. Est-ce que vraiment le cerveau a des compétences pour apprendre et comment ça se passe? Alors justement, qu'est-ce que nous dit la recherche? D'abord, elle nous dit que notre cerveau, il est câblé pour apprendre. Bon, déjà là, on n'a pas besoin de faire quelque chose, puisque justement, tout est prévu pour ça. Et puis, c'est cette idée de capital de nos apprentissages qui, évidemment, passe par les neurones. On a 100 milliards de neurones au départ. Et ces neurones-là, on les garde toute sa vie. Il y a pas mal de bêtises qui sont dites à ce sujet-là, qu'on perd des neurones à l'âge adulte et tout. Ce n'est pas vrai. On garde ces neurones toute sa vie. Au début, simplement, les connexions ne sont pas encore très, très établies chez les tout-petits. Et puis, elles vont se faire de plus en plus pendant l'enfance et l'adolescence. Mais nous avons nos 100 milliards de neurones que nous allons garder toute la vie. Même, il y en a vu dans certaines parties du cerveau, à certains moments de la vie, des créations de neurones. On n'a pas encore bien compris ce phénomène, mais visiblement, nous avons encore une fabrique à neurones quelque part, mais nous gardons nos neurones toute la vie. Et ce qui va être vraiment la concrétisation des apprentissages, ce sont leur communication les uns avec les autres, donc leur connexion. Donc c'est ça qui fait qu'un cerveau va se mettre à apprendre. Mais le capital neurone, il est là. Alors, il y a une chose vraiment importante à garder à l'esprit, et moi je pense qu'il faut vraiment que vous ayez ça en tête, c'est que notre bébé, quand il est né après 9 mois de gestation, on pense qu'il est né à terme, et on dit, bon ben voilà, alors qu'il est encore très très prématuré par rapport à toutes les espèces mammifères qu'on peut comparer. Quand vous avez un petit veau ou un petit poulain, dès la naissance, debout sur les 4 pattes, il va trouver les tétines, il se débrouille très très bien. Notre petit à nous, il viendrait à l'idée de personne de le laisser se débrouiller tout seul à la naissance, parce que justement, là, il est complètement démuni. Il faut le nourrir, c'est vrai, mais il faut aussi le réchauffer en l'habillant. Il faut subvenir à tous ses besoins, parce que justement, il est très très fragile. Donc, un bébé qui naît, un bébé humain, ne peut pas survivre s'il n'y a pas d'adulte avec lui, autour de lui. Et ces adultes-là vont le prendre en charge pendant une longue période qu'on appelle l'enfance et l'adolescence. Et c'est cette période qui va nous amener à la fin de cette période-là, à ce qu'on appelle l'autonomie, c'est-à-dire à partir de quand cet enfant ou cet adolescent sera capable maintenant de se passer des adultes. Alors là, vous voyez, quand on parle des fois d'autonomie à l'école, c'est pas de cette autonomie-là dont je parle, moi, c'est celle qui fait qu'on va pouvoir maintenant survivre sans des adultes autour. Alors là, vous pourrez situer la date, hein, ou l'âge, c'est quand même beaucoup plus tardif, hein, parce que vraiment,
nos jeunes s'incrustent un petit peu à domicile, hein. On a des tanguis aussi qui restent comme ça. C'est vrai que c'est très très long avant que un jeune puisse avoir cette totale autonomie, c'est-à-dire maintenant je peux survivre sans adultes autour de moi qui vont me nourrir, me loger, me chauffer. Alors, ça, c'est la grande fragilité, et vos enfants, évidemment, en classe maternelle, sont excessivement fragiles. On n'a absolument pas idée de les laisser tout seuls à la maison avec le frigo plein. Mais par contre, cette période de grande fragilité, elle a un avantage, c'est que justement, ce petit va être entouré d'adultes dès le moment où il est né. Et ça ne va pas le lâcher jusqu'à ce que justement il puisse se passer des adultes. Et cette période assez longue, puisque ça va recouvrir l'enfance et l'adolescence, va permettre au cerveau de cet enfant, qui était avec un capital de neurones mais pas encore bien câblé, une grande potentialité de connexion, justement faite par les interactions avec l'environnement. Et cet environnement-là, nous sommes une des rares espèces à l'avoir aussi longue, parce que vraiment, on va mettre en place un circuit d'adultes qui vont entourer l'enfant pour l'aider justement à faire ces connexions-là. Et dans nos sociétés, ce sont évidemment les parents, puis tout ce qui est l'éducation avec l'école. Donc là, on a vraiment un inconvénient qui se transforme en avantage, et cet être si fragile, lui, va se trouver justement dépendant des adultes, et cette grande dépendance va fabriquer dans son cerveau beaucoup plus de connexions que s'il était justement pré-câblé. Exemple tout bête avec d'autres espèces. Je prends des oiseaux exprès, parce que bon, on va sortir du mammifère. Vous avez le petit poussin, il est pré-câblé, parce qu'il a certains comportements vraiment qui sont de son espèce. Et par exemple, il est pré-câblé pour picorer. Il picore très bien, il le fait parfaitement bien, mais il ne fait pas grand-chose d'autre quand même. La vie d'un poussin, c'est pas terriblement exaltant. Par contre, il y a d'autres espèces d'oiseaux, le corneille par exemple. Lui, il vit longtemps au nid. C'est pour ça qu'on appelle ça de la néoténie. Quand vous avez une espèce qui vit longtemps en présence de ses parents, on voit que toutes ces espèces-là ont un développement cognitif supérieur. Et les corneilles ont vraiment des compétences cognitives assez hors du commun. Mais quand on regarde les bébés corneilles, ils passent beaucoup de temps au nid et ils se font éjecter vraiment au bout de pas mal d'années même. Donc, une corrélation entre le temps passé près des parents et des tuteurs et l'intelligence. Et nous, on est vraiment l'expression de cette corrélation-là. Alors, nos neurones, bon, juste pour se rappeler qu'on va les connecter ensemble, donc on va avoir évidemment énormément de connexions qui vont se faire les 2 premières années, parce que là, vraiment, le cerveau de notre enfant est vraiment fait pour apprendre beaucoup de choses à toute vitesse. Les synapses se font avec des connexions dans les dendrites chimiquement, et le message est envoyé par l'axone électriquement. Donc, tout ce qu'on voit, moi ça m'épate encore toujours, hein, de la profondeur de la pensée humaine, au départ, c'est chimique et électrique. Et ça génère une pensée d'une grande complexité. Mais ça, c'est vraiment le grand mystère de notre cerveau. Donc, on va avoir beaucoup de connexions qui vont se faire. Et puis, ce qu'on disait aussi dans le temps, c'est que les connexions chez les enfants ne pouvaient pas bien se faire parce qu'il n'y avait pas une gaine de myéline qui permettait à ce que le courant passe bien. C'est vrai que la myéline met du temps à recouvrir tous les axones, mais malgré qu'il n'y ait pas de myéline, on sait que le courant passe quand même dans les différentes connexions chez les tout-petits. Donc là, il y a une idée nouvelle dans ce qu'on sait des connexions, c'est que notre enfant n'est pas d'abord connecté sous-corticalement, puis quand il va se développer, il va passer au cortical. Ça, c'est ce qu'on nous a raconté pendant très longtemps. On sait maintenant que dès la naissance, des connexions corticales sont en place. Il n'y en a pas encore énormément, elles ne sont pas encore très rapides, mais elles sont là. Donc on n'est pas avec un être qui commence en sous-cortical, parce qu'on pensait vraiment que le nouveau-né était plutôt genre réflexe, hein, et que vraiment ces connexions n'étaient pas encore faites à un niveau d'élaboration intéressant. Donc il n'y a plus ces étapes-là, on est vraiment avec un être corticalisé dès la naissance et qui va avoir des compétences aussi dignes de ce cortex. Alors, toutes les neurones se connectent les uns aux autres à toute vitesse en fonction des expériences que notre bébé va rencontrer, mais pas partout pareil.
Donc nous avons des... je ne sais pas si je vais arriver à le faire. Oups, pas... Je change de main. Voilà, ça arrive. Bon, c'est pas... Bon, c'est fait bien. Je vais... Voilà, ça y est. Donc toute cette partie-là, violet, jaune, bon, pariétal, temporal, occipital, c'est vraiment très très fonctionnel à la naissance. Donc les connexions se font parce que ce sont des zones où on va gérer la motricité, la vision, l'audition. Chez le bébé, c'est déjà fonctionnel à la naissance. Par contre, la partie devant, le lobe frontal et préfrontal, alors là, pas du tout prêt encore à se connecter, très très immature, et cette partie-là va mettre beaucoup de temps à se connecter. Il faudra attendre aussi la fin de l'adolescence pour que cette partie du cerveau soit fonctionnelle. Et alors, évidemment, ça va vous expliquer énormément de choses dans les comportements de tout petit, parce que cette partie-là, qui représente un tiers de notre cerveau, qui est la partie qui, justement, chez l'être humain est la plus développée, et pour cause, c'est celle qui nous permet de réaliser énormément de tâches, justement, tout ce qui nous permet de planifier, de savoir comment on va résoudre un problème, de savoir comment il faut qu'on contrôle une opération, pour savoir par quoi il faut commencer, comment il faudrait faire les choses, comment est-ce que je vais réfléchir pour apprendre, comment je vais mémoriser. Tout ceci va être fait grâce à notre lobe frontal, plus aussi tout ce qui est gestion des émotions. Donc, il faut retenir aussi le mot essentiel du lobe frontal, c'est le contrôle. Le lobe frontal permet le contrôle. Donc, nos tout petits, jusqu'à la fin de l'adolescence même, vont manquer de contrôle. Manquer de contrôle et manquer de capacité à planifier. Donc il y a beaucoup de choses qu'on va leur proposer où ils auront des difficultés. Et quand je dis exprès que ça va jusqu'à l'adolescent, l'adolescent a aussi beaucoup de problèmes de planification. Là récemment, il y a des trucs horribles qui se passent, où il y a des gamins qui montent sur les toits des métros pour se faire un peu des montées d'adrénaline, sauf qu'ils ont oublié qu'il y avait des tunnels. Ben ça, c'est un vrai problème de lobe frontal, hein, parce que franchement, on aurait pu penser quand même qu'en se mettant sur le toit du métro, il va passer. Et vous voyez, ça c'est typiquement des prises de risque d'ados qui n'ont pas pensé à tout, et qui vont même y laisser leur vie. Hein. Donc, c'est pas rien du tout, ce lobe frontal, il est vraiment hyper important. Et donc, on sait que son développement va mettre très très longtemps. On a vu même certaines zones du lobe frontal terminer leur maturation vers 30 ans. Donc, il y a du temps encore, hein, pour certains, c'est pas encore fini, il y a de l'espoir. Donc, c'est important de voir que toutes nos séquences d'action et surtout notre contrôle émotionnel va aussi dépendre de cette partie du cerveau qui va évidemment maturer plus tardivement, mais ce qu'il va falloir aussi penser, c'est qu'elle, évidemment, par sa propre maturation, va pouvoir recevoir des informations électriques d'autres parties du cerveau, mais on va pouvoir aussi lui envoyer des informations, et ça justement, je vous en parlerai tout à l'heure en parlant de la pédagogie, parce que la pédagogie peut faire accélérer les processus de maturation. Donc, comment les connexions se font? Elles se font à chaque fois que le cerveau de cet enfant va rencontrer des informations qui seront des informations dignes d'intérêt. Notre cerveau humain, à la naissance, il a un problème tout bête, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe dans ce monde dans lequel il vient d'arriver, dont il ne connaît absolument pas le fonctionnement. Donc il se met en observateur et tous les événements, que ce soit des événements très familiaux ou des événements autres, vont être captés par le cerveau pour faire une sorte de triage. Il y a des événements qui sont réguliers, donc je les ai vus souvent, et des événements qui sont absolument très nouveaux, et je vais juste les mettre de côté en attendant. Notre cerveau a besoin, si quelque chose est régulier, de se dire, cette régularité-là, si elle existe dans mon environnement, c'est qu'elle a du sens. Et si elle a du sens, je dois la considérer comme une information importante. Donc, aussitôt qu'un événement se reproduit plusieurs fois dans l'environnement d'un enfant, mais ça va durer aussi toute la vie, parce que nous fonctionnons aussi comme ça, après peu de vision d'un nouvel événement, on va considérer que cet événement-là, puisqu'il s'est produit plusieurs fois à l'identique, c'est qu'il peut être digne d'intérêt, donc on le garde comme une information à mettre en mémoire. Donc, vous voyez que le chemin se fait un peu comme un chemin sur lequel on va marcher petit à petit. Au début,
on va prendre cette connexion-là parce que on l'a vu une ou deux fois, mais si on la reprend tous les jours, cette connexion, parce que c'est un événement qui se produit tous les jours, on va la renforcer. Plus on active certaines connexions par la même situation, plus on la renforce et plus cette connexion deviendra solide. Moins on l'utilise, plus elle s'affaiblit. Donc vous voyez, c'est comme un chemin, à force de marcher, l'herbe arrête de pousser, ça deviendra peut-être un jour une autoroute. Mais ce cerveau, lui, il n'a pas d'intention. Si c'est fréquent dans la vie de ce jeune enfant, je le code comme une information fréquente, familière. C'est tout. Je ne cherche pas à savoir plus loin. Donc ça peut être aussi des informations qui seraient plutôt mauvaises. Vous avez par exemple dans la maltraitance, un enfant qui est soumis à de la maltraitance tous les jours, son cerveau a câblé tout un circuit de connexion sur quelque chose qui est familier, qui s'appelle la maltraitance. C'est familier, donc je m'y attends, je me suis organisée autour de ça, je sais que ça se produit régulièrement dans mon environnement. En plus, je ne connais pas autre chose, donc je vais garder cette information-là comme pertinente puisqu'elle m'arrive souvent. Donc vous voyez que là aussi, quand on s'occupe d'enfants qui ont des environnements dans lesquels, évidemment, il y a eu des connexions de fait sur des choses qu'on trouve absolument dramatiques, on ne va pas forcément faire un bien à l'enfant en l'extrayant de ce milieu et en le mettant dans un autre. C'est-à-dire que ça ne va pas se faire comme ça. Ce n'est pas parce que tout de suite on l'a sauvé, qu'on l'a mis dans une famille d'accueil, qu'il va se sentir bien tout de suite. Il y aura certainement toute une période où il ne se sentira même pas bien du tout, parce qu'il n'aura pas de connexion sur d'autres rapports que les rapports qu'il a connus jusqu'à maintenant et qu'il attend. Parce que justement, c'est avec ceux-là qu'il était familier. Donc il va falloir recréer chez cet enfant des réseaux qui nous permettent de reconsidérer l'apport des adultes autour de lui. Donc vous voyez, c'est toujours possible, puisque notre cerveau va toujours travailler sur d'autres événements nouveaux, donc on pourra repenser les choses avec lui. Mais voilà, c'est toujours cette idée qu'il faut toujours que chaque enfant, on le considère avec son bagage de connectique et ce qui est sa propre histoire, qui a été fait dans son environnement, avec des choses familières dans son environnement, dont on ne sait pas forcément tout exactement. Donc, on va avoir des moments où les connexions du cerveau vont être plus favorables que d'autres. Et là, il y a différents moments dans le développement du cerveau, et on appelait ça avant des périodes critiques, parce qu'on pensait qu'elles étaient vraiment à ce moment-là qu'on devait le faire, et c'est pour ça qu'on pensait que si c'était trop tard, ça ne pouvait plus se faire. Et là, on a complètement aussi revu les choses. Maintenant, on appelle ça des périodes sensibles, c'est-à-dire qu'il y a des moments où certaines connexions vont être beaucoup plus favorables. Par contre, si ce n'est pas fait à ce moment-là, il y aura d'autres moments. Exemple tout bête, c'est l'apprentissage du langage. Vous avez une fenêtre de temps pour coder les sons du langage qui se fait entre 6 et 12 mois. C'est rien du tout. Entre 6 et 12 mois, notre cerveau va coder les sons du langage ou des langues qu'il entend depuis sa naissance. Donc il se fait une bibliothèque de sons à ce moment-là. Et après, au bout cet enfant a 1 an, cette partie de ce cerveau bien spécifique boucle son système et il ne pourra pas remettre dedans de nouveaux sons, même s'il apprend une langue plus tard. Donc, on se dit, il ne pourrait pas en apprendre une deuxième. On a tous des exemples de gens qui ont appris des langues après 1 an. Hein. Donc, on peut apprendre une langue après. Mais les sons de la langue qu'on va se mettre à apprendre après 1 an ne seront pas stockés dans la partie qui avait été réservée pour ça au départ. Donc, on fera une autre bibliothèque de sons ailleurs, on va recycler certains neurones pour faire ça, on y arrivera très bien parce que notre cerveau a plein de possibilités, mais vous voyez, ces périodes sensibles sont vraiment faites pour gérer certaines informations à un moment précis, mais quand ces informations-là apparaissent à un autre moment, eh bien ils se débrouillent autrement. Et ça, il y a une grande plasticité. Il y avait une recherche que j'avais faite avec des enfants sourds à la naissance, et on avait testé justement comment se représentaient les sons dans leur cerveau, puisque il n'y avait évidemment pas d'audition qui rentrait. Et on s'était rendu compte qu'en les stimulant visuellement, on avait des informations visuelles qui étaient traitées dans les zones auditives. Évidemment, elles n'avaient rien à faire, les zones auditives, puisqu'elles n'avaient pas de son. Donc elles s'étaient pris une partie du boulot. Donc il y avait les zones occipitales plus des zones temporales qui traitaient la vision et des images. Ça, c'est très rare. Alors on s'était dit, bon ben voilà, le cerveau, lui,
il en profite, hein, puisqu'il a plein de possibilités. Ces enfants ont été implantés, donc ils ont récupéré de l'audition. On les a retestés après, et là, de cette fois-ci, les lobes temporaux prenaient des sons du langage et ne prenaient plus de vision. Donc la vision était repartie dans son lieu d'accueil du départ. Vous voyez, cette grande plasticité, on aurait pu se dire, là, si la partie temporale a pris du visuel, quand on mettra de l'auditif dedans, il manquera de la place et tout. Non, non, les choses se sont vraiment mises en place absolument toutes seules. Donc ça, c'est très important de voir cette grande plasticité, parce que ça, c'est vraiment le côté fantastique de notre cerveau, c'est d'être capable de faire plein de choses à tout moment et de se modifier en fonction des activités. Donc nos cerveaux d'enfants se modifient tout le long de l'enfance parce que justement, ils vont apprendre et créer des nouvelles connexions. Mais toute notre vie, nous pouvons aussi modifier notre cerveau. On a fait des études sur des gens qui se sont mis à un instrument de musique, par exemple, à un âge très avancé, et des IRM montrent qu'ils ont développé certaines parties de leur cerveau à cet âge-là. Donc, vous voyez, l'apprentissage, c'est toute la vie, et on va modifier notre cerveau à chaque fois qu'on aura un nouvel apprentissage. Donc, nos petits, eux, alors là, c'est la turbine, hein, ça marche vraiment tout le temps. Alors, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Ici, vous avez voilà, un cerveau à la naissance. Hein. Bon, il y a des trous, hein. C'est quand même pas encore très très touffu. Mais voyez, à 3 mois, à 15 mois, à 24 mois, on parle d'arborescence. Là, ça s'est vraiment développé à toute vitesse. Là, maintenant, on est à combien d'ailleurs, 14 ans, 5 ans. Et après, 5 ans là, bon, on a encore beaucoup. Après, on passe à 14 ans. Qu'est-ce que vous voyez? Que d'un seul coup, ça s'est de nouveau éclairci. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a quelque chose qui est aussi, avec une jolie appellation botanique, on va parler d'élagage neuronal. C'est-à-dire que plusieurs fois dans le développement, mais surtout notamment aux alentours de 4-5 ans, parce qu'il y a un énorme chamboulement dans le cerveau des enfants à cet âge-là, il va y avoir une sorte de tri dans toutes ces connexions qui ont été faites depuis la naissance, lesquelles je garde, parce que celles-là, vraiment, on les a utilisées tous les jours, et lesquelles j'élimine, parce que visiblement, on ne s'en sert plus. Hein, ménage de printemps. Et donc là, il y a un grand nettoyage qui se fait pour garder vraiment les connexions qui ont été vraiment renforcées tout le temps. Par contre, celles qui ne sont pas renforcées vont s'amenuiser, mais elles ne disparaissent pas. Et on a vu qu'on peut les réactiver longtemps après, si on estime que cette connexion-là peut être remise en vigueur. Mais ça va faire de la place. Pourquoi c'est important que le cerveau humain fasse de la place? Parce que si toutes les informations faisaient des connexions, vous voyez que, bon, la grosse tête qu'on va se prendre, là, hein, c'est parce que les connexions, ça prend de l'espace. Donc là, on va avoir besoin, sur la même quantité de volume cérébral, d'avoir un même nombre de connexions. Donc on va pouvoir garder juste une certaine quantité de connexions possibles. Et c'est parce qu'il va y avoir de nouveaux apprentissages. Là, vers 5-6 ans, il va y avoir l'apprentissage de la lecture. Notre cerveau n'est pas programmé pour la lecture. Parce que nous ne sommes pas avec un cerveau précablé pour la lecture, puisque la lecture, c'est quelque chose qui est lié à la culture et qui, dans l'évolution humaine, a mis beaucoup de temps à apparaître. Donc, notre cerveau n'est pas prêt à la lecture, mais nous allons lui donner des compétences pour la lecture. Donc, on va recycler des neurones qui servent beaucoup au visuel et on va leur donner du sens pour que ces neurones-là, maintenant, soient des spécialistes du visuel en lecture. Alors là, il va falloir donner à ces neurones une nouvelle affectation. Parce que justement, les neurones visuels ont appris une chose, c'est qu'un objet, si je le vois sous plusieurs angles différents, c'est le même. On appelle ça la constance perceptive. N'importe quelle face de cet objet-là me dit que c'est le même objet parce que j'ai appris que justement, il y a plusieurs points de vue qui sont le même pour un même objet. Et une autre chose aussi, c'est tout ce qui est symétrique, c'est identique. Et ça, c'était vraiment une chose importante dans notre système visuel. Maman, si je la vois profil gauche ou profil droit, c'est toujours maman. C'est toujours quand même bon à savoir. Là, maintenant, dans notre système à nous d'écriture, on va introduire des différences, même dans la symétrie. C'est-à-dire que si on a le B, le D, le P, le Q, on est avec 4 lettres différentes sur des axes de symétrie verticaux et horizontaux. Et là, il va falloir dire à nos neurones, ah non, cette fois-ci, le symétrique, c'est pas pareil, parce qu'un B et un D, c'est pas la même chose.
Donc il va falloir désapprendre quelque chose pour remettre en place une nouvelle compétence. C'est pour ça que pour certains enfants, il va y avoir des difficultés de connexion. On n'a pas encore tout élucidé, mais tous les problèmes de dyslexie sont des problèmes de neurones visuels qui n'ont pas bien intégré cette nouvelle fonction. Mais vous voyez qu'il faut de la place pour pouvoir refaire un petit peu ce nouveau travail. Alors, autre question qu'on peut se poser, c'est notre développement de l'enfant. Est-ce que quand on l'a appris, on s'est représenté comme étant quelque chose de progressif, continu? Est-ce que, bon, si on grimpe toujours en progressant, quand est-ce qu'on a fini? Où va-t-on, hein? Vous voyez, est-ce que le développement est directionnel? Je vous dirais vraiment que c'est un sujet de philo en 4 heures, ça, hein, parce que c'est vraiment compliqué de se poser la question. Hein. Est-ce qu'il y a une finalité dans le développement? Et puis aussi, qu'est-ce qui fait qu'on se développe? Est-ce que c'est plutôt le biologique ou est-ce que c'est plutôt l'environnement? Là, quand on fait votre métier, évidemment, on a déjà une petite idée sur la question. Hein. Mais on va essayer de voir aussi où on en est maintenant. Alors, j'ai pris comme exemple la croissance physique. Parce que la croissance physique, bon, bah, on se dit, voilà, hein, l'enfant grandit. Mais si on regarde le nombre de centimètres qu'il prend, ça c'est une autre façon, je ne mets pas la taille, je mets le nombre de centimètres. Eh bien, énorme la première année, encore pas mal pendant un certain temps, petit plateau entre 4, 5, 6 ans, reconquête de quelques centimètres à la puberté chez les filles et chez les garçons ensuite. Donc, vous voyez que quand on voit cette courbe-là, eh bien, c'est pas très très continu, hein, le développement de la croissance physique, parce qu'il y a des moments où vraiment il y a énormément de choses, de centimètres qui sont pris, puis des moments où c'est un petit peu plus calme. Alors, notre corps humain, évidemment, il fait plein de choses en même temps. Je vais mettre en parallèle quelque chose qui n'est pas pour faire une corrélation, hein, c'est juste parce que quand on regarde aussi comment fonctionne tout le corps humain, on ne voit pas uniquement sous l'angle des centimètres, mais on peut le regarder sous l'angle de la consommation de glucose. Eh bien, notre cerveau consomme énormément de glucose justement aux alentours de 5 ans. Chez les garçons comme chez les filles, beaucoup de consommation de glucose vers 5 ans. C'est l'âge de l'élagage neuronal. Ça coûte cher l'élagage neuronal, ça demande vraiment d'avoir du carburant. Et le carburant, c'est le sucre. Hein. Et pendant ce temps-là, ben, l'enfant grandit moins. Ça c'est un petit peu aplati. 7 cm par an quand même, hein, c'est pas rien, hein, mais c'est plus les grandes envolées d'avant. Donc vous voyez, il faut toujours penser à notre enfant avec un développement global. Hein, et donc là, on va avoir quelque chose plutôt par continu pour plein de fonctions, et les fonctions cognitives ne se développent pas d'une façon continue. Et là, vous voyez qu'on n'a plus du tout la même approche que Piaget, qui nous montrait un développement même par palier. Chaque palier permettait, une fois qu'il était constitué, de passer au suivant. On n'a plus du tout cette représentation du développement. On se le représente beaucoup plus comme un phénomène dynamique, avec des espèces de grandes embardées à certains moments, avec même des reprises, et je dis pas des régressions, le mot régression est tout à fait faux, mais des reprises de compétences antérieures pour les réactualiser et remettre avec des nouvelles compétences. Donc, on a une vision beaucoup plus dynamique du développement et surtout pas continue, parce que c'est sans arrêt plutôt quelque chose qui a des va-et-vient avec des allers-retours. Alors, directionnalité. Est-ce que, justement, cet enfant, son but, c'est de devenir un adulte? Et donc, une fois qu'il est adulte, ça y est, c'est fini, il est parfait, hein, parce que, bon, c'est quand même nous qui sommes les modèles. Donc là, pendant longtemps, on a marché comme ça. Hein. On faisait de l'enfant une représentation de quelqu'un qui n'avait pas encore les compétences de l'adulte, et l'adulte allait lui donner ses compétences, et quand il les aurait toutes, il lui-même serait devenu un adulte. Ça aussi, on a complètement revu cette façon de faire, parce que justement, on sait maintenant, avec les neurosciences, qu'on apprend toute la vie. Donc, c'est pas j'apprends jusqu'à la fin de l'adolescence, et une fois que je sais tout, ça y est, pouf, c'est fini, hein, et je stagne là jusqu'à ce que je meure. Non, il va y avoir des possibilités d'apprentissage toute la vie, donc on va considérer cet enfant comme étant justement en potentiel d'acquisition, au même titre que sera même un adulte qui apprend une nouvelle tâche. Donc il n'est plus question de remplir la besace de cet enfant auquel il manquerait les compétences de l'adulte.
Il faut le considérer comme un être lui-même avec des compétences qu'on va exploiter pour pouvoir justement lui en faire acquérir de nouvelles. C'est une conception totalement différente. Hein. L'idée du manque, hein, c'était vraiment ce qui nous a quand même habité longtemps en tant qu'enseignants, parce que justement, on donnait à l'enfant, il faut lui apprendre tout ce que je sais moi, et je vais lui donner ces connaissances-là. Alors évidemment, je vais lui apprendre doucement parce que ça, il comprendra peut-être pas tout de suite, mais c'était cette idée, moi je sais des choses, et moi, hein, l'apprenant, c'est ce mot-là justement, on disait long sur l'idée qu'on se faisait de notre rôle, je vais lui donner mon savoir pour qu'il devienne après aussi savant que moi. Bon, ça c'est vrai que ça change un peu notre représentation, nos enfants ne sont pas en manque de savoir, ils ont même des compétences bien supérieures aux nôtres dans certains domaines, ne l'oublions pas. Et aussi, chaque enfant aura constitué son stock de connaissances depuis sa naissance, avec ses connexions, et on va avoir autant de parcours et de trajectoires d'apprentissage qu'on a d'enfants. Et là, c'est là, évidemment, on se retrouve à se dire, on l'avait bien senti, hein, que les enfants étaient tous différents, mais quand on a un groupe classe, on fait comme si on avait un groupe classe avec justement, bon, à peu près quelques enfants qui vont avoir à peu près les mêmes compétences, les mêmes comportements, et puis les autres. Alors que là, c'est même pas, je cherche pas la moyenne, je cherche simplement à me dire, chaque enfant va avoir ses propres trajectoires, et il faut que je les comprenne pour pouvoir lui proposer, moi, d'autres façons de travailler. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on se développe? Est-ce que c'est vraiment le biologique qui va l'emporter sur l'environnement? Ça, on s'est bagarré en tant que chercheur pendant des années avec une question comme celle-là. Et il fallait choisir son camp. Hein. Moi, je me souviens vraiment au début de mes études, on était idéiste ou environnementaliste. Et tout ceci vraiment nous cataloguait dans une perspective humaniste, hein, de savoir est-ce qu'on croit en cet individu qui va se développer grâce aux apports de la société, ou est-ce qu'on pense qu'il a son potentiel en lui, et puis bon, bah voilà, on verra ce qu'il va faire. Bah, tout bêtement, cette conception du développement nous a amené à la guerre froide entre les pays de l'Est et les pays de l'Ouest, et on était vraiment dans deux régimes politiques très très différents. Hein. Donc, on a vraiment bien marché à ça à fond pendant des années, puis la génétique est arrivée, et les généticiens, un jour, quand ils ont quand même bien compris en quoi consistait notre génome, ont bien ri en voyant les bagarres de psychologues. Ils disaient, mais il n'y a absolument pas d'inné et d'acquis dans le développement humain, parce que dès la fabrication de l'œuf, les deux commencent déjà à œuvrer ensemble. On a le noyau avec son chromosome, avec son ADN et tout, et puis on a l'environnement, un environnement avec un certain liquide, avec un certain pH à un moment donné, et là, vous ne pouvez jamais faire la différence entre la part de l'inné et la part de l'acquis dès la constitution de l'œuf. Donc après, évidemment, c'est pas la peine non plus. Donc, on arrête de se bagarrer avec ça, il n'y a pas de différence, et c'est très bien comme ça. Hein. Donc alors voilà, mais par contre dans le langage courant, on l'a toujours ça, hein, parce que quand on dit il a un sale caractère, on est plutôt du côté, hein, de penser que bon, c'est familial. Hein. Quand on va dire il a eu 19 sur 20 en anglais, et c'est grâce à nous, là on est plutôt sur l'environnement. Dans la famille, on est des matheux, c'est à l'école qu'il a appris les gros mots, paf, et toc, hein. Et puis les sportifs comme son grand-père, ou alors je ne sais pas m'y prendre, ce qui est aussi très embêtant, parce que justement, on a l'impression qu'on serait les seuls responsables du développement de l'enfant. Donc tout ceci qu'on peut avoir à tout moment, puisqu'à chaque fois qu'on va chercher des explications dans l'inné et l'acquis, on prend toujours celle qui nous arrange. Hein. Donc on va s'amuser à avoir toujours des explications sur les rôles familiaux et les rôles de la génétique, mais ça n'a absolument plus aucun sens de faire la séparation entre les deux. Donc maintenant, on va parler d'héritabilité, c'est un vilain mot, mais c'est comme ça qu'on dit, parce que justement, notre constitution est faite d'une interaction très très fine entre tous ces facteurs-là, environnementaux et génétiques. Et que quand même un environnement va répéter beaucoup de connexions dans le cerveau, il va le transformer en gène. Donc on a de l'épigénétique quand on a vraiment une capacité qui n'existait pas dans le cerveau et qui a été créée par l'environnement et qui se trouve après être transmise. On a ça avec des petites mésanges à Londres qui avaient appris à ouvrir les bouteilles de lait.
Et alors que bon, le mésange n'était pas câblé pour ouvrir les bouteilles de lait, elle était câblé pour picorer. Mais là, ils ont découvert comment ouvrir ces petites bouteilles de lait pour manger la crème dessus, et ils ont transmis ça à plusieurs générations. Donc ça, et c'est devenu carrément dans le génome de la mésange. Alors, maintenant, on apprend comment, parce que justement, c'est pas le quoi qui est intéressant. Hein. La liste des choses qu'on doit leur apprendre, c'est pas ça qui va être important, c'est comment on leur apprend. Alors, je vais vous montrer comment notre cerveau apprend, tout simplement parce que l'exemple est encore plus facile que de vous expliquer les choses. Avec un exemple très simple, si je vous fais voir plusieurs fois de suite un rond vert, et que à la quatrième présentation, ce rond est rose, votre cerveau, qui au premier rond vert s'est dit tiens, c'est un rond vert, au deuxième rond vert s'est dit ah tiens, encore un rond vert, au troisième rond vert, ah ben non, on n'a que des ronds verts. Là, il est parti ici. Si je m'arrête là, on peut voir dans certaines mesures électrophysiologiques du cerveau, je vais vous dire comment on voit ça, que le cerveau maintenant a anticipé qu'après 3 ronds verts, on était parti pour une série de ronds verts. Parce que justement, 3, ça déjà plus que le hasard. Donc maintenant, certainement qu'on est parti pour des ronds verts. Catastrophe, c'est un rond rose. Et donc le cerveau va tout de suite prendre cette information comme une information. J'avais prévu que ce serait un rond vert, je me suis trompé, c'est un rond rose. Comment ça se fait que je me suis trompé? Qu'est-ce que je n'ai pas perçu? Et je vais essayer de comprendre. Et peut-être que c'est 3 ronds verts, un rose, 3 ronds verts, un rose. Maintenant, j'attends la suite. Votre cerveau, pour un truc aussi bête que ça, va se mettre immédiatement à chercher à comprendre les causes et les effets. Il ne peut pas s'empêcher, sur quelque chose comme ça, de tout de suite essayer de comprendre la suite logique et d'anticiper, de savoir où il va. Tout ça parce que nous avons, comme je disais tout à l'heure, chez ce petit bébé qui vient d'arriver, à comprendre notre environnement le plus vite possible pour savoir ce qui va se passer. Vous ne pourriez même pas imaginer ce que c'est que d'être dans un endroit où vous n'avez aucune idée de ce qui va se passer dans les minutes qui viennent. On va tous ensemble sur la planète Mars. Il n'y a plus aucun de nos raisonnements de planète Terre qui tiennent. Donc il faut tout remettre à plat et tout revoir à zéro pour voir ce qui va se passer. Notre bébé, c'est ça. Lui, il arrive sur la planète Terre, il n'a absolument rien du tout comme repère. Donc il va travailler comme ça. J'ai vu des choses régulières, ça y est, tout de suite je veux avoir un coup d'avance, et si j'ai un coup d'avance, je me dis là, c'est parti pour des ronds verts. Je me suis trompée. Pourquoi je me suis trompée? Alors on a la même chose aussi avec des sons. Hein. On peut voir que le cerveau va réagir aussitôt qu'une suite a été interrompue par quelque chose. Et puis bon, des fois il y a des intrus aussi qui se cachent et vous les retrouvez facilement quand même, hein, même si à chaque fois notre cerveau a toujours besoin de corriger les erreurs. Alors, il va tellement vite notre cerveau que là, pour un cerveau d'adulte, il y a des compétences qui sont maintenant totalement automatisées et il a appris à lire avec une telle vitesse que maintenant quand je lui donne quelques lettres comme ça, plus un contexte, eh bien je suis sûre que vous avez lu cerveau sans aucun problème. Et peut-être que si j'avais mis juste très rapidement et que je l'étais tout de suite après, vous m'auriez dit oui, il y a écrit cerveau. Alors que ce n'était pas vrai. Mais notre cerveau, justement, pour nous permettre d'aller vite et de donner vite du sens à ce qu'il a vu, va corriger les erreurs à toute vitesse. Ça, on le fait assez souvent. Des fois, on a cru lire un truc et ce n'était pas ça. Là, si je vous donne ces deux choses-là, vous hésitez. C'est B ou c'est 13. Mais par contre, si je vous donne un contexte, vous n'hésitez plus. Là, c'est forcément B, là, c'est forcément 13. Alors, c'est exactement le même dessin. Mais le contexte va vous aider à choisir. Hein. Donc, on a toujours besoin d'avoir, dans notre jugement immédiat pour des petites choses qui se passent à tout moment, un rapport par rapport à nos connaissances pour pouvoir trouver la solution la plus adaptée du moment. Et puis là, juste pour le fun, c'est votre cerveau vous fait voir une grenouille. Hein, parce qu'en fin de compte, lui, il a un schéma grenouille, et là, vu le dessin, il a été chercher sa grenouille pour vous la faire sortir. Sauf que, bon, évidemment, dans votre tasse à café, ça m'étonnerait que ce soit une grenouille. Hein. Donc, toutes les illusions perceptives, c'est vraiment parce que notre cerveau va chercher à donner du sens avec ce qui est emmagasiné dans votre mémoire comme des choses assez fréquentes et assez utilisables sur le moment. Donc, là, ça peut vous faire même sourire de voir que vous auriez même pensé tout de suite à une grenouille, alors que bon, c'est pas l'endroit idéal pour la grenouille.
Alors on a la même chose avec les êtres humains, parce que entre nous, on se décode exactement avec ce même sens que je vais donner au comportement humain. Donc là, si vous avez quelqu'un qui vient vers vous avec un verre, vous faites des hypothèses. Donc j'en ai mis 3 qui sont possibles, et puis le 4e, évidemment, pas du tout la bonne. Hein. Donc, il y a plein de possibilités, parce que justement, vous êtes des grands habitués de nos relations sociales, et ce geste-là, vous pouvez l'interpréter. Par contre, si la suite est pas ce que vous aviez prévu, hein, donc là maintenant, vous rajoutez une 5e hypothèse. Ça fait que pour un enfant, c'est ça qui va se passer, parce que ces découvertes de l'humain vont lui faire rencontrer des humains qui font des choses avec une certaine intentionnalité. Et donc, il va apprendre à décoder les humains d'après leurs gestes et leurs postures. Et il va se dire, bon ben voilà, j'ai vu plusieurs fois les humains faire ceci, ça aboutissait à ça, je garde mes réseaux de connexion. J'ai vu ça plusieurs fois, donc je le garde en mémoire, j'en fabrique un réseau, c'est comme ça que ça se passe. Ah, aujourd'hui ça ne s'est pas passé comme ça, je vais corriger, donc je corrige, ça veut dire simplement que je rajoute une nouvelle hypothèse et j'essaye de mieux prévoir la prochaine fois. Alors, pour nous qui sommes des experts en relations humaines, on n'a plus grand-chose à apprendre, mais si on va des fois dans d'autres cultures, on est un peu perdu parce que ça sera d'autres signaux et on ne sait pas trop les interpréter. Mais notre jeune enfant, lui, il est encore en train d'apprendre. Alors donc, il utilise quelquefois certains signaux, mais il ne sait pas encore tout à fait à quoi ça correspond. Alors, notre cerveau, donc, à chaque fois, vous avez compris, ce qu'il veut, c'est essayer toujours d'avoir un coup d'avance. Si j'ai compris ce qui se passe là, je peux savoir à quoi m'attendre et je peux prévoir. Et je fais des inférences. Et là, on s'est rendu compte que ce que faisait le cerveau, c'était des inférences en probabilité, avec un modèle de probabilité qui est issu d'un grand mathématicien qui s'appelle Bayes, qui était un révérend père du XVIIIe siècle, et qui avait rendu la modélisation des probabilités en tenant compte de choses incertaines. Normalement, si vous avez fait des probas au lycée, on vous a tiré des boules blanches dans une urne, un truc casse-pied comme tout, on a tous fait ça. Mais il y avait un nombre de boules fini au départ, il fallait en tirer quelques-unes, et on devait faire la probabilité des choix de couleurs. Mais dans la vie, et puis dans plein d'autres circonstances, on va faire des probabilités en n'ayant pas tout. Donc ce mathématicien a modélisé une formule pour justement dire on peut faire des probabilités en ayant des inconnus. Donc ces inconnus, on essaye de se rapprocher le plus possible de la réalité, mais il y aura peut-être des choses qu'on n'a pas maîtrisées. Eh bien, il se trouve que notre architecture cérébrale fonctionne comme ça. Donc nos neurones fonctionnent en probabilité avec justement ce modèle bayésien. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on va voir beaucoup de choses s'expliquent dans le développement de nos enfants et qui fait que notre cerveau va très très vite puisque justement, avec peu d'éléments, il va tout de suite donner du sens. C'est pour ça que vous avez des fois repéré quelque chose. Hein. Bon, dans la cour de récréation, il y a Paul et Léo qui se sont bagarrés. Vous êtes rentré de la récréation et vous avez dit à une collègue, ils n'ont pas arrêté de se bagarrer pendant la récréation. Alors vous avez vu une fois. Mais vous avez quand même pensé que vous les aviez vus d'autres fois et ça a suffi pour que vous ayez aujourd'hui simplement pensé qu'ils avaient ils s'étaient bagarrés. Et le soir, en rentrant chez vous, vous allez peut-être dire même, les garçons, ça n'arrête pas de se bagarrer. Donc vous voyez, paf, paf, je franchis un pas supplémentaire à chaque fois de généralisation. Parce que sur un petit exemple, mon cerveau a besoin tout de suite de donner du sens et de généraliser parce que justement, ça peut des fois nous faire aller un petit peu plus vite en besogne. Mais alors attention, parce que quand il fait ça, il nous entraîne quelquefois vers des pentes un peu glissantes. C'est comme ça qu'on a tous les stéréotypes. Hein. Les stéréotypes de les Italiens parlent avec les mains ou les Allemands ils aiment l'ordre. Bon, ça c'est parce qu'on en a connu un ou deux et qu'on a généralisé. Hein. On le fait très très bien ça. Mais vous voyez que c'est un processus de probabilité qui va se mettre, qui va s'enclencher et qui va être vraiment automatique. La seule chose, c'est qu'il faut être conscient de tout ça pour évidemment de ne pas tomber dans le panneau.
il y a aussi des tas d'événements qui peuvent nous faire anticiper ce qui va se passer. Si je vois un gros nuage noir, je peux dire il va pleuvoir. Bon. Mais quelquefois, j'ai vu des choses où j'ai pensé que ça allait forcément, ce que j'ai vu là, ça va dégénérer. Après, une fois, si je les laisse commencer à ranger le matériel, et puis de toute façon, ils vont le faire tomber. Puis voilà, on a déjà pensé à tout ce qui allait mal se passer, alors qu'on n'a même pas encore commencé à faire les choses, parce qu'on essaye toujours d'anticiper ce qui va se passer. Et puis, bon, on a aussi plein de réflexions comme ça qu'on peut se faire pour trouver des causes, des effets. Donc, des fois, on trouve toujours que si quelque chose est arrivé, si B est arrivé après A, c'est à cause de A. Alors que quelquefois, c'est vraiment pas du tout comme ça. Mais la correspondance entre deux événements nous donne un sens de causalité. Et là, on le voit très très souvent. Hein. Alors, ça va. Alors, tout ceci, c'est pour vous dire que votre cerveau le fera très très spontanément, très très vite, mais que quelquefois, il va falloir qu'on soit un petit peu à le surveiller de près, parce que lui fait ça pour nous rendre service, mais il nous emmène des fois à aller un petit peu vite en analyse, en n'ayant pas tout regardé, parce que justement, lui, il a pris que quelques éléments, puisqu'il a complété ce qu'il n'avait pas. Il a fait un petit peu le complément. Alors, notre cerveau va donc prédire tout le temps, parce que c'est comme ça qu'on peut avoir un sentiment, justement, d'avoir une maîtrise sur le monde. Donc, n'importe quel événement, j'essaye de le prédire. Et puis, quelquefois, dans mes prédictions, il y aura des erreurs. Donc, ces fameuses erreurs, on les voit avec une onde très, très particulière que je vais vous montrer. Et heureusement qu'on avait cette onde dans les labos, parce que ça nous a permis de voir qu'est-ce qu'anticipaient nos tout-petits, à qui on ne pouvait pas poser des questions. Il suffisait de leur mettre un bonnet d'électrode, et on voyait si justement certaines ondes nous montraient qu'ils n'avaient pas prévu certaines informations. Donc on a beaucoup utilisé ce paradigme-là, en leur faisant entendre des choses régulièrement et en faisant arriver un intrus dans cette suite-là pour voir à quel âge ils avaient considéré que c'était quelque chose qui n'était pas dans une suite logique ou pas. Alors voilà, ça ressemble à ça. Tout à l'heure, avec mon exemple des 3 ronds verts, quand je mets les 3 ronds verts, la première onde, qui est une onde visuelle occipitale, c'est simplement 100 millisecondes après, j'ai vu les ronds verts. Mais l'onde, elle va se dérouler dans le temps. C'est ça, l'électricité. L'électricité, c'est donner une information, mais l'analyse qui suit derrière. Parce que toute cette durée-là, c'est de l'analyse. C'est-à-dire qu'après l'information, j'ai vu un rond vert, il va y avoir d'autres informations que le cerveau va traiter, qui vont être rendues électriquement par c'est un rond vert, j'attendais un rond vert. Là maintenant, j'arrive avec mon rond rose, j'ai vu le rond rose, et là, par rapport à mon attente de rond vert, j'ai vraiment une grande négativité qui va se faire sur cette onde-là. Et vous voyez après, quand on fait la soustraction entre les deux, ça s'appelle la mismatch negativity. Et ça, c'est vraiment une onde qui montre que notre enfant, ou même ça peut être avec des adultes aussi, n'avait pas prévu cette apparition ici. Ça veut dire que là, c'est pas du visuel, c'est du cognitif. Hein. Il n'avait pas prévu qu'il y aurait un rond rose parce qu'il était déjà dans des attentes de rond vert. Donc tout ça, ça vous montre que notre cerveau est très très sensible à des prédictions et à des erreurs de prédiction, parce que justement une erreur de prédiction c'est vital, il faut vite essayer de la corriger, et ça j'en viens tout de suite évidemment, vous comprenez mon message, ça va être ça l'intérêt en classe, c'est de donner aux enfants la possibilité de faire des erreurs, parce que c'est les erreurs qui nourrissent l'apprentissage, parce que le cerveau adore essayer de comprendre pourquoi il n'avait pas prévu ce truc-là, pour le corriger le plus vite possible. Donc je reviendrai plusieurs fois sur cette notion d'erreur qui est absolument fondamentale pour les apprentissages. Alors, en même temps que tous ces apprentissages se font chez nos enfants, il y a aussi quand même quelque chose de merveilleux dans notre système, c'est ce qu'on appelle le système de circuit de la récompense, c'est-à-dire que pendant qu'un enfant essaye de comprendre quelque chose, c'est-à-dire qu'il est vraiment occupé à bricoler, à expérimenter quelque chose, il va se passer dans son cerveau des décharges en dopamine qui vont lui rendre cette expérimentation et ce travail très agréable, puisque la dopamine, c'est carrément une petite drogue qui nous fait un peu planer. Donc, vous voyez que vous avez un cercle vertueux, et ça, on va l'avoir dès la naissance,
qui fait que plus j'explore le monde des objets avec mes deux petites mains et que j'expérimente, plus je trouve du plaisir, donc plus je continue d'expérimenter pour trouver du plaisir. Et voilà, c'est comme ça que l'enfant adore expérimenter, adore bricoler avec des objets, adore se poser des questions, parce que son cerveau lui envoie en même temps des sensations très agréables qu'il a envie de faire durer. Donc, évidemment, bon, hein, on voit bien que c'est une petite supercherie, hein, puisque là, il n'est pas uniquement passionné par ce qu'on lui fait faire, l'enfant, il a un petit shoot personnel en même temps, mais c'est quand même tout à fait formidable de voir que c'est une sorte d'entretien de la curiosité de l'enfant. Et on a ça chez nos tout petits bébés à la naissance, sur leur circuit visuel. Vous avez des circuits des deux yeux qui vont être parsemés de petits sacs d'opium. Et quand le bébé regarde sa maman dans pour une première semaine de vie, il y a aussi des petites décharges d'opium en même temps qu'il regarde sa maman. Donc ça l'incite à la regarder encore plus. Elle, évidemment, lui répond, etc., etc. Et vous avez vraiment l'attachement qui est issu de cette petite alchimie-là de départ, qui est vraiment un truc super bien fait, parce que justement, c'est parce que c'est entretenu par le plaisir que ça existe et que c'est vraiment important dans le développement. Donc on a plein de choses qui interagissent comme ça entre soi. Alors, je voudrais vous montrer un petit peu de quoi sont capables nos tout petits, pour que vous voyez qu'on ne va pas naître avec rien du tout et que l'école sera là après pour remplir le sac vide. Donc j'ai pris des exemples de recherche chez le bébé pour que vous voyez justement que vos grands, eux, quand ils arrivent à l'école, c'est déjà vraiment des savants dans certaines choses. Alors cette recherche-là, je la trouve absolument exemplaire. Elle était dans mon laboratoire avec des nouveau-nés de quelques heures. Donc on est à la maternité, ils ont quelques heures. On leur fait entendre des séries de sons. Alors tout ça, ce sont des recherches. Donc ce sont des recherches faites avec grands groupes d'enfants, traitement statistique, publication dans des revues à comité de lecture. Donc c'est du garanti, hein, et ça a été contrôlé, recontrôlé, recontrôlé. Donc résultat dont on peut être sûr. Donc c'est tout petit, on leur fait entendre des séries de sons. Par exemple, le son tu, répété 4 fois. Tu, puis on attend, puis on recommence. Au bout d'un certain temps, on a déjà la moitié qui se sont endormis, parce que chez les nouveau-nés, ça ne dure pas longtemps, mais avec ceux qui ont tenu le coup, on va leur présenter maintenant des images. Donc soit 4 petits triangles jaunes, soit 12 petits ronds roses en alternance. Et là, dans cette recherche-là, on a mesuré le temps de regard des bébés, parce que c'est un indicateur très intéressant de leur intérêt. Donc, quand nos tout-petits ont entendu 4 sons tu, ils ont regardé plus longtemps les 4 triangles que les 12 ronds. Évidemment, l'inverse, quand c'était 12 sons, ils regardent beaucoup plus les 12 que les 4. Ça veut dire 2 choses absolument épatantes. Ça veut dire déjà que nous avons nos systèmes sensoriels, auditifs et visuels qui se parlent. Et les deux, et que tous nos systèmes sensoriels, ont un mode d'extraction de l'information qui est supramodal. C'est-à-dire que chaque sens va traiter l'information selon ses compétences. L'audition va se dire, par exemple, quand j'ai entendu ce son-là, bon, c'était un do, il a été répété avec une certaine durée, je peux l'analyser acoustiquement, mais en même temps, il y avait une certaine quantité qui était justement toujours la même. Quand visuellement, mon système visuel occipital a vu ces 4 triangles, il s'est dit, ces triangles, c'est jaune, voilà, donc ça c'est du visuel, mais il y a aussi une particularité, c'est la quantité. Et d'un seul coup, quand les deux, le temporal et l'occipital se sont parlé, puisqu'il y a une zone supramodale où toutes les informations sont regroupées, on a en commun la quantité. Moi j'avais du jaune et toi tu l'avais pas, toi tu avais du do, mais par contre ce qu'on avait de commun, c'était que c'était la même quantité. Même quantité, pour l'instant on n'a pas dit combien, mais c'était la même. Donc ça c'est important de voir que nos enfants travaillent toujours en multimodal. Et quand on en fait classe, ils ont toute leur sensorialité qui est évidemment ouverte à tout, et ils vont beaucoup analyser toutes les informations qu'on va leur donner pour justement en extraire aussi des informations communes.
Donc c'est vrai que c'est normal qu'il soit en multimodal, parce que nous le sommes tout le temps, mais ce qu'on ne savait pas jusqu'à ces derniers temps, c'est qu'il y avait justement un traitement, je dirais, amodal ou supramodal, c'est comme ça qu'on dit, des informations de tous les sens. On les pensait un peu séparés. On disait, bon, le visuel fait du visuel, l'auditif fait du auditif. Et là, on voit bien qu'il y a une sorte de mise en commun d'informations qui pourrait être commune. Et puis là, ce qu'on va voir aussi, c'est que nos petits, on peut discriminer deux quantités, une quantité, nous, on va dire de 4 et une quantité de 12, et quand cette recherche-là, elle a été refaite avec 6 contre 18, ça a marché, mais quand elle a été faite avec 4 contre 8, ça n'a pas marché. Parce que justement, on peut visuellement voir des quantités à condition qu'elles soient vraiment bien tranchées. Alors ça, ce que ça veut dire, c'est que, je vous ai parlé de noyau de connaissances, on a maintenant beaucoup de preuves que notre cerveau, à la naissance, a déjà un précablage sur certaines compétences que nous avions en tant qu'humanoïdes. C'est-à-dire que c'était dans notre cerveau d'humain. Et pourquoi est-ce que notre bébé nous montre quels humains nous étions à l'origine, une fois qu'on s'est séparés des chimpanzés? C'est parce que justement, il y avait des compétences qui étaient absolument vitales, et quand Homo sapiens se promenait dans la savane, aller dans un endroit où il y avait un peu plus de nourriture que l'autre où il y en avait moins, c'est évidemment vital. Il valait mieux choisir l'endroit où il y avait plus de mammouths pour manger, l'arbre où il y avait plus de fruits pour manger. Donc ça, c'était vraiment important d'avoir cette notion de quantité relative. Donc nous possédons en nous un marqueur de la quantité globalement pour pouvoir estimer les petites quantités, les grosses quantités. Donc vous voyez que maintenant qu'on a cette connaissance de ce petit et que nous avons donc en nous cette compétence-là, on peut s'en servir parce que c'est la brique de départ de toutes les compétences mathématiques. Donc maintenant, on sait bien que ce qui va être à faire travailler chez les enfants, c'est les faire justement aller plus finement dans cette notion de quantification. Les grosses quantités contre les petites quantités. Donc on va pouvoir les amener à affiner cette connaissance en les faisant jouer toujours avec du matériel quantifiable, mais ce matériel-là, jamais on le dénommera avec le nombre. On attendra de mettre du langage après, une fois que les enfants auront beaucoup manipulé différentes quantités, où on peut les faire jouer avec justement des bacs, où là, dans ce bac-là, c'est là où on met ceux qui sont les plus nombreux, là on met ceux qui sont les moins nombreux. On peut jouer comme ça avec beaucoup d'ordre et de quantification, et on va avoir aussi tout ce qui est sériation, c'est-à-dire que on va pouvoir ranger aussi les choses par l'ordre de grandeur ou par volume. L'enfant a énormément besoin de ranger les choses, et vous voyez que c'est parce qu'il a cette compétence-là et que ça peut être vraiment un outil de base de savoir qu'il sait déjà reconnaître des quantités et que ça peut être à travailler après en affinant, parce que là, bon, un nouveau-né ne peut pas faire 4 contre 8, mais peut-être que en maternelle, il y arrivera sans avoir dit que c'était 4 ou 8, et savoir se représenter un petit peu ces quantités-là. Donc ça me paraissait intéressant parce que c'est un petit peu maintenant vers ça qu'on tend, c'est essayer de trouver justement dans notre espèce humaine qu'est-ce que nous avons de précablé pour montrer que nous avions vraiment besoin de cette compétence-là pour survivre, et puis qu'est-ce que nous avons développé par la culture après, et ça, vous voyez, la lecture et tout, c'est vraiment la culture qui va le développer, et c'est autre chose, et notre cerveau va fabriquer des réseaux plus tardivement. Donc il y a ce qui est, alors maintenant on discute de l'inné et de l'acquis, mais ça sera du précablé, et donc ceux qui s'occupent beaucoup du précablage, on les dit nativistes, parce qu'on n'est pas innéiste, c'est pas les mêmes. Bon, querelle. Alors là, c'est aussi pour vous montrer qu'il a une représentation vraiment des objets qui est très très intéressante, notre bébé. Et là, Piaget, il s'en est pris un coup là. Parce que Piaget, il disait que l'enfant n'avait pas la permanence de l'objet, que si l'objet était caché quelque part, eh bien, il ne savait pas où il était et il ne pouvait pas imaginer cet objet. On a évidemment maintenant beaucoup d'autres méthodes pour pouvoir interroger nos petits. Et par exemple, dans cette recherche-là qui a été très très célèbre, on met une petite souris derrière un cache, le cache on le relève, et une fois qu'il est relevé, on fait glisser une deuxième petite souris derrière, avec la main qui glisse derrière, donc l'enfant voit bien cette petite scène-là plusieurs fois. Et dans un groupe, on abaisse le cache, il y a 2 petites souris, dans un autre groupe, on abaisse le cache, il n'y a qu'une petite souris.
Là aussi, avec des temps de regard, ou avec même des fois des analyses aussi électrophysiologiques, puisque normalement, ça devrait y avoir aussi une mismatch négativité. Ça, c'est pour nos tout petits, c'est impossible. Quand j'ai vu ça, j'ai imaginé donc derrière mon cache ici, ces deux petites souris qui étaient là. Et je ne peux pas avoir autre chose que ça, et c'est à ça que je m'attends. Donc vous voyez, permanence de l'objet, là on est à 4-5 mois, hein, donc flagrant, c'est évident que nos tout petits bébés savent bien qu'un objet qui est caché derrière un cache continue d'exister, et qu'on ne peut pas lui faire croire qu'il va y avoir de la magie et que des objets peuvent disparaître. Ça a beaucoup alerté. Et alors après, quand on a commencé à voir que bon, Piaget n'avait peut-être pas raison, alors qu'il a quand même occupé le terrain quand même pas mal de temps, alors je pense que beaucoup de chercheurs ont pris un malin plaisir à montrer tout ce qu'il n'avait pas pu voir. Hein. C'était quand même quelqu'un absolument génial, mais c'est vrai que là, il n'avait pas la méthodologie pour pouvoir comprendre ça, et puis on a évolué, et puis ça sert à ça la recherche. Hein. Donc là, maintenant, les permanences de l'objet, certainement, et on a plein d'autres recherches qui montrent qu'on voit bien que le bébé, pratiquement dès la naissance, sait qu'un objet qui est caché continue d'exister. D'ailleurs, on se dit quand même, comment est-ce qu'il aurait pu penser que sa mère avait disparu définitivement quand elle a quitté la pièce? Étant donné qu'il pleurait pour l'appeler, s'il pleure pour l'appeler, c'est qu'il pense qu'elle va venir. Si elle avait vraiment disparu, il ne serait pas fatigué. Enfin, il y avait des choses qui ne collaient pas bien quand même. Hein. Mais il ne s'occupait pas du social, il s'occupait des objets. Alors, pour vous montrer que bon, bah, nos petits, vraiment une conception comme ça aussi très forte du monde, ça doit être un chercheur aussi complètement obsédé par les tirages de boules dans son enfance. Alors, il l'a fait subir à des petits de 8 mois. Donc, la dame plonge sa main dans une boîte et elle sort des boules. Et elle va en sortir 4 rouges et une blanche. Donc on lui montre ça plusieurs fois, et après il y a 2 groupes. Un groupe on ouvre, c'est des blanches avec quelques rouges, et l'autre c'est des rouges avec quelques blanches. Eh bien, nos petits de 8 mois s'attendent à ça. Quand on a un échantillon de 4 rouges, une blanche, forcément la population parent, puisque c'est comme ça qu'on dit en statistique, est avec les mêmes proportions. Donc je ne peux pas m'attendre à autre chose sur un échantillon comme ça, d'avoir une majorité de rouges. À 8 mois, il y a déjà cette connaissance de, quand je vois quelque chose, je peux m'imaginer d'où ça vient. Ça, c'est quand même assez étonnant aussi. Vous voyez, encore des bases très intéressantes à travailler après en classe, avec d'autres compétences, justement, sur qu'est-ce qui est possible d'avoir comme choix quand on a quelque chose dont on ne sait pas d'où ça vient. On peut faire des tas d'exercices avec ça. Alors, là, c'est pour vous montrer que justement, nos petits ont vraiment une perception des objets très attendue. Là, on fait ça avec des mesures des mouvements oculaires. Quand la petite carotte passe derrière le cache jaune, au bout d'un certain temps, le bébé, avec ses mouvements oculaires, on peut le voir, attend sa sortie ici. Parce que justement, il sait que si elle a un certain mouvement, eh bien, elle va ressortir de l'autre côté au bout d'un certain temps et il l'attend. Cette grande carotte va faire exactement pareil. Par contre, maintenant, mes 2 carottes, je vais les faire passer derrière un cache où on a creusé une petite fenêtre. Là, cette petite carotte-là, je l'attends ici. Par contre, cette grande carotte-là, je l'attends ici. Elle devrait passer par la fenêtre, elle. Et quand on montre à un groupe, justement, soit elle est visible, soit elle n'est pas visible. Si elle n'est pas visible, c'est pas prévu. Et les enfants sont très étonnés. Et nos mesures nous montrent que c'est pas du tout ce qu'ils avaient pensé. Donc, notre imagination bayésienne, c'est que, voilà, normalement, avec des conditions comme ça, ma carotte doit réapparaître dans la fenêtre. Donc, vous voyez, plein de connaissances du monde déjà assez solides. Hein. Donc, on est loin de ce petit enfant qui ne sait rien du tout. Et là, il a déjà des bonnes bases pour avoir compris un petit peu le monde autour de lui. Alors, on a la même chose avec le langage. Avec le langage, c'est encore plus compliqué. Et on a montré, par exemple, alors ça, on a fabriqué un langage artificiel, parce que c'est difficile de travailler avec du langage, parce que tous les enfants n'ont pas la même compétence langagière au moment où on les teste. On a fabriqué des séries de syllabes, et on les a fait entendre comme ça, et dans ces séries de syllabes, on a fait des regroupements qui sont toujours ensemble, hein, le papicu va être toujours ensemble, et puis d'autres, on les a un petit peu disloqués, hein, des fois on a mis 2 syllabes avec une 3e d'ailleurs. Une fois qu'ils entendent ça en permanence, avec un ton très monocorde, hein, ça ne ressemble pas vraiment à du langage, mais c'est fabriqué avec du langage,
Après, on les teste pour savoir est-ce que dans tout ça, ils ont réussi à reconnaître des sons qui étaient plus fréquents que d'autres. Là, on a travaillé sur les probabilités. Donc, on sait exactement, par exemple, que Papicu, on va le mettre, par exemple, 70% du temps. Eh bien, si au bout de 70% du temps, mis dans un espèce de flot de paroles, l'enfant a repéré ce son-là, c'est comme ça qu'il apprend le langage, parce qu'il va repérer des sons familiers qui sont ensemble, et ces sons ensemble, après, dans notre langage, ça s'appelle un mot. Donc après, quand on teste les enfants, on voit qu'ils ont déjà extrait de cette espèce de bruit de fond des sons qui sont plus probables que d'autres, et quand on voit qu'à 70% on l'apprend très très bien, on essaye de descendre pour se dire est-ce que justement quand on entend quelques sons que de temps en temps ça suffit pour qu'on l'ait appris. Ben oui, il y a un moment donné non, ça suffit pas. Donc ça c'est intéressant de voir qu'on c'est la même procédure. La même procédure, c'est toujours quand c'est familier, que c'est répété, le cerveau fait des probabilités dessus et le considère comme étant un élément à prendre en considération. Alors notre cerveau va travailler avec justement toutes ces compétences-là pour pouvoir automatiser le plus possible. Donc là, je vais vous parler des systèmes qu'actuellement on présente comme étant une bonne hypothèse sur le fonctionnement cérébral, qui sont issus d'un livre qu'avait fait un certain prix Nobel Kahneman, avec la pensée rapide et la pensée lente. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette théorie. Et donc ce Kahneman montre que nous avons donc deux façons de penser, une pensée très automatique, c'est-à-dire qu'il y a des choses, bon, on les a déjà faites, et puis bon, quand on se retrouve dans la même situation, pouf pouf, on reprend la même heuristique. Mais on a un autre système pour des choses qu'on maîtrise moins, qui est un système réfléchi. Et donc là, on a besoin de se poser, de savoir ce qu'on va faire. Nos deux systèmes, évidemment, nous permettent de faire passer en automatique ce qui va nous faire gagner du temps, mais de rester en réfléchi quand on n'est pas sûr de soi. Mais en tant qu'adulte, nous avons un troisième système, et là c'est Olivier Houdet qui parle très très bien de ce troisième système, qui est un système d'inhibition, qui est dû à notre lobe frontal et qui nous permet, dans n'importe quelle circonstance, de choisir quelle va être la meilleure technique ou la meilleure attaque du problème. Soit je peux le faire d'une façon automatique, mais peut-être qu'en arrivant sur l'automatisme, je me dis je suis peut-être pas tout à fait au point, peut-être qu'il faudrait quand même que je repasse un petit peu à réfléchir à ce que je fais. Ou alors j'étais passé en réfléchi et puis je me rends compte que ce truc-là, je l'avais déjà fait il y a 2 jours, donc je vais passer en automatique. Le fait de pouvoir choisir son mode opérationnel, automatique ou réfléchi, c'est grâce à cette capacité d'inhibition qui est que si j'ai pris une mauvaise route, je peux corriger pour me changer de route. Donc voilà un peu, nous, où on en est quand on a ce genre de problème, et ça nous arrive à tout moment quand on a fait un petit peu une fausse route et qu'on n'a pas pris la bonne réponse. Ben, nos petits ne peuvent pas. Nos petits, parce que leur lobe frontal ne leur permet pas de faire cette transition, ils choisissent un des deux modes, soit le mode rapide, soit le mode réfléchi, mais quand ils sont dans un mode ou l'autre, ils ne peuvent pas en changer. Alors vous voyez, dans les apprentissages, ça vous donne énormément d'indications sur la difficulté qu'il va falloir aborder pour essayer de leur faire abandonner une technique de résolution de problème pour en passer à une autre. Alors, si ça vous intéresse, Houdet propose vraiment d'apprendre aux enfants à reconnaître là où ils vont se tromper pour pouvoir faire des analyses, encore une fois, sur leurs erreurs, pour pouvoir éviter de partir à fond dans une explication qui n'est pas la bonne. Parce que notre système va toujours quand même choisir plutôt l'automatique, parce que justement, ça lui fait gagner du temps. Alors, encore une fois, on va parler de ce pauvre Piaget, avec sa fameuse erreur, A non B, quand il présentait à son enfant, on est vers un an là, un objet sous le cache, il allait le chercher, et quand Piaget décrit cette tâche-là, il le cache 3 fois de suite sous le même cache. 3 fois, tiens, c'est justement ce qu'il faut pour que le cerveau considère que ça y est, il sait où c'est. Et à la 4e fois, il changeait l'objet de place, il le mettait sous l'autre cache, et tous les enfants que Piaget a vus et que tous les enfants que nous on a vus aussi par la suite se trompent et vont chercher l'objet sous le cache précédent. Donc ça marche à tous les coups, mais vous voyez que ce comportement-là, alors que c'est le même comportement, peut avoir plusieurs interprétations.
Une interprétation actuelle, c'est justement problème d'inhibition. L'enfant a automatisé un geste. Plusieurs fois, je suis allée chercher l'objet sous le cache jaune. Maintenant, ça y est, mon bras est parti pour automatiser le geste. Maintenant, il va falloir que j'inhibe ce geste-là, que j'en fabrique un autre pour aller de l'autre côté. Et là, ce passage inhibition, alors que cognitivement, l'enfant sait que l'objet est de l'autre côté. Parce qu'on a vu maintenant, avec des situations, que l'enfant regarde le nouvel emplacement. Il regarde le nouvel emplacement et il va à l'ancien. Donc, il va falloir casser cet automatisme pour en fabriquer un autre, mais spontanément, quand quelque chose a été automatisé comme ça, c'est celui-là qu'on reprend en la réactivant, parce que c'est évidemment ce que va faire votre cerveau pour vous faire gagner du temps. Donc il va falloir évidemment laisser au cerveau le temps de faire une reprogrammation. Donc on ne s'arrêtera pas au premier comportement en disant il n'a rien compris. On lui refera plusieurs fois de l'autre côté, jusqu'à ce que d'un seul coup, il puisse refabriquer, reprogrammer un nouveau geste. Alors, vous voyez que c'est complètement une autre façon de considérer nos petits, hein, avec justement l'utilisation beaucoup de comportements automatiques, là où ils les ont déjà utilisés quelques fois, et on les voit des fois s'acharner à taper sur un bouton alors que la pile elle ne marche plus depuis des jours, hein, mais ils continuent parce que c'était comme ça que ça marchait avant, et on essaye toujours de faire marcher le jouet en tapant dessus. Donc c'est toujours cette idée d'avoir nos deux systèmes à disposition, mais que le choix de l'un ou de l'autre demande une maîtrise, un contrôle, et ce contrôle, c'est le lobe frontal. Donc nos petits ne vont pas pouvoir facilement choisir ou changer de stratégie. Alors, on l'a aussi avec la fameuse non-conservation du nombre. Ça, celle-là, vous la connaissez bien, où on met devant l'enfant des jetons. Il a 6 jetons, et puis on lui dit, bon ben, tu me mets exactement la même quantité pour moi, donc il les met bien en correspondance, et il en sort exactement pareil, 6, donc on compare vraiment, t'as vu, toi tu as ces jetons-là, moi j'ai les mêmes, est-ce qu'on a la même chose pareille? J'aimais bien parce que Piaget il disait la même chose pareille en Suisse, et l'enfant disait oui, c'est pareil, et là, bon, l'expérimentateur, malin comme tout, étirait sa ligne de jetons, en mettant plus d'espace entre les jetons, et en posant la question à l'enfant, est-ce que maintenant j'en ai toujours la même chose pareille que toi? Et là, jusqu'à la fin du CP, les enfants disent, ah non, t'en as plus. Alors là, bon aussi, Piaget avait expliqué la non-conservation du nombre et tout. Maintenant, on a une explication purement inhibitrice. Qu'est-ce qui se passe dans les livres de nombres qu'on a chez les petits-enfants? Vous avez la liste des nombres de 1 à 10, et à côté, il y a des dessins pour montrer la quantité. Donc, quand je fais 1, j'ai une souris, 2, j'ai deux zèbres, 3, j'ai 3 girafes. Donc, quand on arrive à 10 en bas, la ligne est très longue, puisqu'on a 10 objets. Donc, il a appris quelque chose qui est plus c'est long, plus il y en a. Puisque justement, visuellement, perceptivement, c'est vrai. Et il a gardé cette idée que plus c'est long, plus il y en a. Et là, maintenant, on lui montre devant lui qu'on n'a rien changé du tout, mais on étire la ligne. Il appelle de nouveau cette heuristique automatique. Plus c'est long, plus il y en a, donc tu en as plus. Donc il va falloir qu'il inhibe cette connaissance-là et qu'il en fabrique une autre, maintenant, qui est sur un autre critère, qui est maintenant la quantification. Donc maintenant, mais très souvent, en CP, ils vous les comptent. Ils arrivent à vous dire qu'il n'y en a toujours que 6, mais il y en a toujours plus. C'est plus fort. Le visuel est vraiment une force vraiment qui entraîne la réponse de l'enfant sur de mauvaises pistes, parce que justement, c'est elle qui a été automatisée avant. Donc vous voyez que ça nous explique pas mal de leur comportement. Alors, bon, bah, nous, on n'est pas non plus des as de l'inhibition, parce qu'à chaque fois qu'on appuie sur l'ascenseur et qu'il ne vient pas, on appuie sur le bouton. Et ça, c'est vraiment aussi un problème d'inhibition basique. Hein. Mais donc, on a le droit aussi de voir que nos petits ont droit à l'erreur, hein, puisque nous aussi, on a des fois nos chaînes. Alors, l'inhibition, c'est justement la programmation pour résoudre un problème, mais ça va être aussi émotionnel. Et l'inhibition, on va l'avoir dans le contrôle cognitif, moteur, émotionnel aussi. Et donc, notre lobe frontal, c'est toujours lui le responsable. Je vais pouvoir décider de quelle stratégie opératoire je mets en place, mais je vais aussi peut-être décider de est-ce que cette émotion-là, je la garde parce qu'elle est très très envahissante, ou est-ce qu'au contraire, j'essaie de la contrôler un peu. Alors ça, c'est une vieille recherche qui avait été faite en 1976 et qui avait consisté à donner à des enfants un chamallow. Ils ont 4 ans. Tout un groupe d'enfants de 4 ans, et on leur dit, si tu ne le manges pas pendant un quart d'heure, je reviens dans un quart d'heure et tu en auras un deuxième.
Ils ont tous été filmés, vous pouvez trouver ça sur Internet, c'est vraiment à mourir de rire. Et donc, ils ont tous résisté comme ils ont plu, parce que là, c'est de l'inhibition émotionnelle, puisqu'ils veulent résister à l'envie de manger ce chamallow, avec justement, très très vite, deux groupes qui se sont séparés, ceux qui avaient pu résister, alors même avec des fois des comportements, ils essayent de s'occuper comme ils peuvent, et ceux qui n'avaient pas du tout résisté et qui avaient englouti le chamallow assez vite. Donc, ces enfants-là, ce n'était pas uniquement pour les frustrer qu'on faisait ça, c'est une recherche qui a duré 30 ans, qui a suivi le devenir de ces enfants-là. Et des enfants qui étaient dans le groupe de 4 ans capables d'inhibition émotionnelle étaient des enfants qui avaient eu des meilleurs résultats dans tous leurs tests qu'on leur a fait après, scolaires, professionnels, affectifs. C'est des enfants qui avaient le plus d'amis, c'est des enfants qui se sont fait une vie beaucoup plus, je dirais, agréable que les autres enfants. Alors c'est une cohorte de je ne sais combien de milliers d'enfants, donc c'est vraiment une grosse affaire, hein, ça. Et ils ont vraiment mesuré beaucoup de facteurs. Mais vous voyez que apparemment la capacité inhibitrice, elle peut s'acquérir, parce que là nous avions des enfants de 4 ans avec des enfants capables et d'autres pas encore capables. Donc ceux qui étaient capables, c'est simplement que peut-être qu'ils avaient déjà travaillé l'inhibition dans d'autres domaines, hein, pas uniquement sur le chamallow. On peut aussi essayer de se donner des situations où on va être entraîné à se contrôler le plus possible. Et quand on a rencontré ces situations-là, on maîtrise les choses. Et ça, si on a... Alors moi je vous parle de muscler votre lobe frontal, parce que si on muscle son lobe frontal très tôt, on va avoir de meilleures compétences après. Alors, l'idée, c'est vraiment de voir que nous avons un petit qui a énormément besoin de comprendre, et ça, cette volonté de comprendre, il faut qu'on la nourrisse, hein, parce qu'il est vraiment très demandeur. Hein. Donc, tout petit, c'est déjà savoir comment se conforme notre monde d'objets. Les propriétés des objets, comment est-ce que je peux comprendre le système du roulement des voitures, le système d'autres choses. Mais aussi, on va comprendre le monde des adultes, parce que justement, les adultes aussi doivent être prévisibles. Il faut savoir dans quel monde on est avec les adultes. Donc ça, ces deux facettes-là sont vraiment ce qui passionne nos petits, parce que le monde des objets, ils les aiment beaucoup, mais le monde des objets laisse moins de surprises que le monde des adultes. Ils adorent le monde des adultes parce que vraiment, nous sommes toujours pleins de ressources et on leur fait toujours découvrir des choses nouvelles. Donc ça, cette curiosité-là, elle est très importante. Alors, là, je voudrais juste maintenant vous dire, puisque l'enfant est curieux, il a besoin évidemment de beaucoup manipuler. Beaucoup de manipulation. Donc là, cette idée, hein, je libre, je diriger, eh bien, il va falloir lui laisser justement des possibilités de manipulation. Pourquoi ? Parce que tout ce qui est moteur, c'est cognitif. Dans notre cerveau, il n'y a pas le moteur et le cognitif séparés. Le moteur, c'est du cognitif, parce que le moteur est au service du cognitif. Donc, il n'y a pas d'apprentissage sans motricité. Donc, on va regarder la motricité de plus près, puisqu'elle est la brique de départ. Donc, ce mouvement est indispensable pour comprendre. Alors, comment ça marche ? Notre cerveau, il est vraiment hyper doué pour le mouvement. Quand vous avez un exemple comme celui-là, de ce tennisman qui a réussi un coup assez extraordinaire, ce coup est le résultat de ses longues années d'entraînement, plus de la demi-heure qui vient de passer avec un partenaire et qui lui envoie des coups un peu spéciaux. Donc son cerveau fait un calcul très rapide et à un moment donné absolument très précis quand cette balle-là est partie. Son cerveau a repris en considération les anciens apprentissages et les nouveaux récents là, et il a sorti un coup absolument à la milliseconde, ce qu'il fallait faire. Donc on voit que vraiment, ce coup-là, c'est simplement un travail d'accumulation de compétences. Donc tout ça pour dire que nos petits à nous sont des athlètes de haut niveau, parce qu'ils ont aussi énormément à apprendre de leur corps pour pouvoir apprendre à bien gérer toute leur manipulation, parce que leur manipulation, plus elle est fine, plus ils apprennent des choses. Hein, donc ils ont besoin de gérer de plus en plus ces habiletés motrices. Donc on va bien les regarder de près.
Il y a une chose qui va aussi les perturber, nos petits, c'est les rapports dans le corps humain. On oublie toujours une chose, c'est qu'ils ont quand même une grosse tête et que cette grosse tête va les déstabiliser la plupart du temps. Et nous, on a la tête qui fait un 8e, elle fait un 5e à 2 ans, hein, et donc vous voyez, bon, elle fait un 6e à 6 ans, mais chez nos petits, hein, je pense à nos petits de 3 ans, on est encore vraiment avec des enfants qui ont énormément de mal à trouver de la stabilité parce que la biomécanique de leur corps va leur poser des problèmes qui sont des problèmes évidemment de stabilité. Donc la plupart du temps, chose toute bête, hein, vous voyez, plus les tout petits sont des marcheurs précoces, plus ils courent. Et on se dit, bah, ça va à peine marcher, il faut déjà qu'ils courent. Ils courent parce que justement, c'est la vitesse qui les empêche de tomber. Comme ils sont avec cette tête assez lourde et la tête les emmène vers l'avant, la plupart du temps, ils se retrouvent en déséquilibre et c'est la vitesse de la course qui empêche qu'ils tombent. Et là, dans les crèches, c'est toujours arrête de courir, tu vas tomber. Et là, en fin de compte, non, c'est si je ne cours pas, je tombe. Hein, c'est comme le vélo, et vous arrivez à faire du vélo parce que vous pédalez, c'est la vitesse qui vous permet d'avancer. Donc nos petits vont être toujours en recherche d'équilibre et ça va demander énormément de mouvement. Parce que la recherche d'équilibre, ça se fait dans le mouvement. Et comme ils ne sont pas stables, eh bien, ils vont évidemment rechercher cet équilibre. Alors, on avait quelque chose de très très joli avec Albert Grenier, peut-être que vous connaissez ce qu'on appelle la motricité libérée. Ce monsieur aussi, pourtant c'était assez ancien, mais il avait déjà bien tout compris, avait vu que ce qui va être compliqué pour le corps humain de l'enfant à la naissance, c'est de changer de milieu. Il est dans un milieu aquatique, hein, où le poids du corps est assez léger, et il se retrouve en milieu aérien, et là, paf, la gravité lui tombe dessus, et il n'a pas un corps qui est solide pour pouvoir se prendre cette gravité de plein fouet. Donc évidemment, il est tout mou, et il n'arrive à rien faire. Et c'est là où plein de mesures des pédiatres vous font parler de réflexes archaïques ou de choses comme ça. Pas du tout, en fin de compte, il y a un cerveau qui est déjà pré-câblé à la naissance pour pouvoir justement vous donner des fonctions que vous aurez plus tard. Un des pré-câblages absolument indispensables, c'est la saisie d'objets. Parce que je vois un objet, je saisis l'objet. Ça, quand on regarde sur les calendriers, c'est vers 6 mois. Mais lui, il a pris un nouveau-né de quelques heures, il lui a maintenu la tête d'une certaine façon, il a mis un objet devant et ses nouveau-nés ont tendu les bras pour aller attraper l'objet. C'était pas juste bien, hein. Ils se sont un petit peu trompés à quelques centimètres près, mais on voit bien que normalement notre cerveau est pré-câblé pour que la vision d'un objet nous fasse tout de suite aller le prendre pour l'explorer. Ce qui va décaler les choses dans le temps, c'est simplement le problème de pesanteur et de poids de la tête. La même chose avec la marche. La marche qui est déclenchée avec le pédiatre n'est pas une marche automatique réflexe. C'est simplement que nous avons un pré-câblage marche dans notre cerveau parce que nous allons être des êtres qui vont marcher. Et cette marche, elle ne disparaît jamais. Il suffit simplement de la mettre dans des bonnes conditions où, évidemment, l'enfant va être soulagé de son poids. Il suffit de le mettre dans l'eau et il pédale dans l'eau. Donc là, on le voyait bien. Mais évidemment, à l'air libre, il ne pourra reprendre la marche que quand il aura une force musculaire solide, c'est-à-dire au bout d'un an. Et là, dans notre cerveau, nous avons un pré-câblage, et ça c'est intéressant de voir que déjà c'est tout préparé, entre la motricité et la vision. Parce que le fait de marcher, c'est vraiment quelque chose qui va mettre en correspondance motricité et vision. Parce que quand je marche, c'est la vision qui me fait voir que je marche. À tel point que quand je suis assise dans le métro puis qu'il y a le métro d'à côté qui démarre, j'ai l'impression d'être partie en avant. Parce que j'ai ce câblage-là qui est déjà fait, qui est de la naissance, mais qui va être un câblage essentiel pour pouvoir me donner des informations visuelles de mon déplacement moteur. Et ça, notre bébé, là, dès la naissance, et on peut le montrer dans des recherches où on voit que si on le stimule visuellement, il se met à pédaler. Donc, nos idées de sous-cortical et tout, on en revient pas mal. Il est assez corticalisé, mais avec aussi des pré-câblages d'humains, hein, fait pour justement avoir toutes les compétences qu'auront besoin les humains. Mais évidemment, avant, il va falloir solidifier tout ça parce que justement, il est un petit peu faiblard au point de vue muscle. Hein, donc ça donne évidemment des choses comme ça parce que c'est pas très facile pour eux de tout gérer. Surtout la position assise. Alors là, je vais faire mon petit couplet, hein, surtout pour les petits en maternelle. La chaise, c'est un objet de torture pour un petit parce qu'il n'est pas confortablement assis.
il est en déséquilibre permanent. Si vous le mettez sur une chaise et que ses pieds ne touchent pas par terre, vous lui avez bloqué le bassin, puisque le bassin, c'est lui qui lui permet de tenir tout son corps et le poids de sa tête. Donc là, le bassin, il ne sert plus à grand-chose. La tête, elle est toujours là à osciller. Donc ce qu'il va pouvoir faire pour tenir cette tête qui va bouger beaucoup, c'est se contracter le dos et les épaules. Donc là, quand vous mettez un enfant, les tout petits de 3 ans, assis, ça lui demande un effort musculaire très très important. Et la plupart du temps, il va se lever très très vite quand il est un peu fatigué pour pouvoir se soulager. Donc la chaise n'est pas forcément un objet de repos. Les petits à cet âge-là font beaucoup mieux des choses, je le dirai après tout à l'heure, debout devant une table ou assis par terre ou sur un mur que assis à une chaise, parce que la chaise va vous donner en plus une sorte de restriction des mouvements des bras. Quand vous êtes assis à la chaise et qu'en plus vous avez un crayon, votre main va uniquement bouger au niveau de la main. L'épaule ne bougera pas parce que l'épaule, elle tient la tête. Donc là, vous avez déjà, d'un point de vue prise en charge de toute la musculature, une contracture qui se passe. Par contre, si vous êtes debout, là, c'est l'épaule qui peut faire le geste et il y a un mouvement qui est beaucoup plus général puisque la maturation va se faire d'abord de l'épaule pour se terminer sur le bout des doigts à la fin. Donc quand on les assoit, on va les faire travailler à l'envers de la maturation cérébrale. Donc, on peut éviter les chaises chez les petits. Alors, cette boucle-là, perception-action, elle est très intéressante. C'est une découverte d'il y a quelques années qui est super intéressante, qui montre que nous avons, en fin de compte, toujours 2 informations. Je vois un objet. Au moment où je vois cet objet, j'ai envie d'aller m'intéresser à cet objet, mais en même temps, je me demande comment je vais aller le prendre. Là, je vois ce cube. Ce cube m'intéresse, mais comment je vais atteindre ce cube? Par quelle posture il va falloir que j'arrive à l'atteindre? Donc là, le schéma, c'est que nous avons des voies différentes dans notre cerveau qui vont nous renseigner. Là, je vais vous donner un exemple adulte. On a, en se promenant, vu sur le trottoir d'en face, une boutique avec des beaux sacs à main. Bon, et là, j'ai donc, dans mon cerveau visuel, 2 informations. J'ai vu quoi? Des sacs à main. Donc ça, cet accès-là, cette connexion-là me renseigne sur l'objet lui-même. Mais je l'ai vu où, cet objet? Je l'ai vu sur le trottoir d'en face. Mes 2 informations, c'est un sac à main sur le trottoir d'en face, vont interroger mon lobe frontal. Est-ce que tu crois que tu ferais que tu ailles voir le prix de ce sac à main, vu que, bon, quand même, ça fait déjà des dépenses ce mois-ci, et voilà, le lobe frontal va vous servir d'inhibiteur, hein. Et vous allez un petit peu interroger ce lobe frontal jusqu'à quand même vous dire oui, il faut quand même que j'aille voir. Donc maintenant, votre lobe frontal envoie l'information à la partie motrice qui est bon, maintenant, vas-y. Et là, il te faut traverser la rue et tu regardes avant si le feu est rouge. Ça, vous voyez, c'est un parcours absolument immédiat. Chaque fois que vous voyez un objet, vous avez toujours ces 2 informations qui ont 2 voies, la voie du quoi et la voie du où, qui partent en même temps. Maintenant, la même chose, pas le sac à main évidemment pour un petit enfant, c'est j'ai vu ce gros camion rouge, j'ai vu qu'il était là-bas au bout de la pièce, j'y vais. On ne passera pas par la case lobe frontal, puisqu'il ne sert à rien, et on va aller directement sur la case motrice. Donc quand vous avez des petits qui se précipitent pour aller faire des choses, alors que vous êtes en train de leur demander de se contrôler, de ne pas courir ou de ne pas prendre ça et tout, dites-vous que son cerveau lui a envoyé cette information, c'est quoi, c'est où, il faut y aller. Et voilà, de toute façon, c'est vital que tu y ailles parce que l'exploration, c'est vital. Et même si c'est dangereux, c'est vital. Alors justement, comme c'est vital, le danger qui va être justement peut-être inhérent à ce genre de choses, votre jeune enfant, jusqu'à un âge quand même avancé, il a passé un deal avec vous. Lui, c'est moi j'explore et toi tu me protèges. Donc l'enfant, lui, va écouter ces voies d'exploration en disant « j'ai vu ça et je vais m'en occuper ». S'il y avait un danger, l'adulte doit évidemment arriver en lui disant qu'il ne faut pas y aller parce qu'il y a un danger. Et là, cet accord, il est passé avec l'enfant et cet accord est tout à fait respecté. Sauf qu'évidemment, comme il y a aussi des problèmes d'inhibition, quand il est parti pour aller chercher quelque chose, vous savez, c'est la situation la plus classique où il y a un ballon qui court et l'enfant qui court derrière et le ballon va traverser la rue. Hein. Là, on est derrière, on crie à l'enfant d'arrêter de courir. L'enfant, non, il est dans son programmation motrice, je cours après le ballon. La seule chose à faire, c'est de courir plus vite que lui pour l'arrêter, parce que sinon,
le simple fait de lui demander n'y arrivera pas. Et c'est vrai qu'on voit bien que là, il y a une compétition entre ce que le cerveau envoie comme information et évidemment la notion de danger. La notion de danger, c'est une notion qui est liée vraiment avec le lobe frontal. Il faudrait que je puisse analyser ce que je suis en train de faire pour pouvoir, comme tout à l'heure avec est-ce que j'y vais, est-ce que je n'y vais pas, se dire oui, mais attention, il y a des voitures qui vont traverser. Vous voyez, plein de conditions qui font que nos tout petits n'ont pas encore cette compétence-là. Donc évidemment, l'adulte va arriver pour lui donner, lui, l'ordre d'arrêter s'il y a danger. Et ça, l'enfant est tout à fait d'accord pour accepter ce type d'information, puisque lui, il sait que sa sécurité est assurée par les adultes. Alors, il y a une autre chose qui est importante dans les activités que font les enfants, c'est la forme des objets. Cette théorie d'affordance, elle est assez ancienne, mais je crois qu'elle avait été un petit peu oubliée, je l'ai remis un petit peu au goût du jour. C'est-à-dire que notre cerveau, quand il voit un objet, avec le quoi, il va aussi envoyer la façon d'explorer cet objet. Donc vous avez plein d'objets qui, vus par le cerveau d'un enfant, va être exploré d'une façon motrice pour pouvoir faire un rapport entre cet objet et mon propre corps avec cette exploration dessus. Donc ce n'est pas la fonction de l'objet qui va être intéressante, mais l'exploration que je vais pouvoir faire de cet objet. On a tous eu, quand on se promène à la campagne, le gamin qui veut monter sur la barrière. La fonction de la barrière, c'est d'empêcher que les vaches sortent, mais pour un enfant, ce sont des barreaux sur lesquels on peut monter allègrement, et ça, c'est important. Les petits murets aussi, on a tous fait les petits murets avec le gamin, on a été jusqu'au bout, puis on est revenu. La flaque d'eau, l'affordance de la flaque d'eau, c'est vraiment de sauter dedans parce qu'elle donne des informations sur ce que je peux produire comme effet en sautant dedans et ce qu'elle me donne à essayer de deviner quand il y a un reflet dessus. Ça, c'est vraiment absolument évident. Et puis, je ne peux pas m'empêcher, évidemment, de vous donner l'affordance principale quand même, c'est remonter un toboggan à l'envers. Ça, un toboggan a une affordance absolument évidente d'être remonté à l'envers, parce que ça, il n'y a que les adultes pour avoir trouvé que les toboggans avaient un sens. Parce qu'un toboggan, ça n'a pas de sens, puisque justement, d'un point de vue exercice moteur, ça peut être remonté dans tous les sens, puisque justement, il y a des pentes, il y a des descentes, il y a des escaliers qu'on monte et qu'on descend. Donc, normalement, pour un enfant qui expérimente sa motricité, ça, c'est tout à fait normal. Donc, c'est aussi un gros problème d'inhibition. Ça veut dire que même s'il est descendu avant sur les fesses, normalement, et qu'arrivé en bas, il revoit le haut où il est descendu, il a envie d'y aller en ligne droite. Et là, pour inhiber, il faudrait qu'il se dise « je dois faire le tour, remonter par l'escalier et redescendre par là ». Eh bien, chez nos tout petits, c'est bien mieux de remonter à l'envers, parce que là, je suis sur mon objectif que je ne perds pas des yeux, et je ne peux pas changer mon objectif, passer d'un automatisme à un truc contrôlé. Hein, c'est mes systèmes, mon système 1 et mon système 2, je ne peux pas les changer d'activation parce que je n'ai pas de système d'inhibition. Donc ça, on l'a tout le temps, nos petits, c'est les rois des difficultés d'inhibition. Hein. Donc on a plein d'exemples comme ça. Donc c'est vrai que faut les regarder agir parce que leur mouvement vous donne à comprendre ce qu'ils sont en train d'essayer de comprendre de l'objet. Quand ils sont sur un objet, ils veulent en comprendre évidemment les propriétés physiques, mais ils veulent comprendre aussi les rapports de cet objet avec leur propre corps. Tout à l'heure, je vous parlais du précablage des quantités. Il y a aussi un précablage du volume. Quand un enfant voit un objet en volume, si on lui demandait de calculer le volume, ça serait un peu compliqué. Mais il a une idée, lui, pour calculer le volume, c'est son corps. Donc n'importe quel objet dans lequel il peut rentrer, le volume, c'est son corps. Ça vaut un corps à moi. Si c'est un petit peu plus grand, même on peut monter à 2, donc ça peut faire 2 corps. Si c'est un placard aussi, je peux essayer de monter dedans parce que j'ai besoin de savoir si ce placard a un certain volume dans lequel, après, une fois que j'ai fait ma mesure avec mon étalonnage personnel, je pourrais savoir ce que je peux mettre dedans. Donc vous avez 2 étalonnages particuliers des enfants, leur corps entier et leur bouche. Les objets sont soit gros comme leur corps, soit gros comme leur bouche. Avec ça, ils peuvent ranger. Et donc, vous voyez, ça nous permet de comprendre qu'après, quand vous les avez vous en maternelle, ils adorent faire ce rangement, cette classification de
quelle est la plus grosse boîte dans laquelle je peux mettre des petites boîtes, dans laquelle je peux mettre d'autres boîtes, comment je peux ordonner mes classements d'objets les uns par rapport aux autres. Mais pour ça, il faut avoir une appréciation du volume, et l'appréciation du volume, ça doit passer par leur corps. Donc ça doit passer d'abord par le fait qu'ils aient beaucoup eu la possibilité de monter et de sortir des boîtes, mais de manipuler. Je ne peux comprendre des volumes que si je manipule. Donc il va falloir qu'on lui donne beaucoup de matériel pour manipuler. Donc toute la motricité dont je viens de parler, c'est évident que ça a aussi un avantage énorme, la motricité, c'est qu'on bouge ensemble et que dans la motricité, on apprend aussi à communiquer. C'est les meilleurs moments aussi pour apprendre à communiquer, c'est la motricité. Alors, je repasse tout de suite aux humains, parce que les humains, c'est hyper important dans le mouvement. Le mouvement humain, il faut le décoder. Donc, on voit bien que les enfants comprennent très très tôt que l'action, c'est une grammaire, ça veut dire quelque chose. Donc, je vois un objet qui bouge, les enfants mettent longtemps à comprendre que l'objet qui bouge ne peut pas bouger tout seul. Donc, il y a forcément un agent qui le fait bouger. Donc, il faut déjà avoir compris cette subtilité-là. Et après, justement, les personnes qui sont autour de moi sont chargées d'intention. Et quand on montre à des tout petits un être humain qui se lève et qui va vers la porte, quand on lui fait plusieurs propositions, pour lui, c'est évident que cet humain voulait sortir. Donc si on lui propose le fait qu'il ouvre la porte et qu'il sorte, ça, il accepte bien. Avec un ballon, le ballon n'a pas d'intention. Donc un ballon qui roule vers la porte, il n'a pas envie de sortir. Donc il peut arriver n'importe quoi au ballon, c'est tout à fait probable. Tandis que l'humain, lui, il a déjà des intentions. Et nos petits nous décodent avec toutes nos intentions, avec son cerveau bayésien. Donc il essaye de comprendre un petit peu comment on fonctionne avec synchronisation de nos actions. Alors, vous voyez ce que ça donne, c'est pas évident, hein, c'est toujours des plus petits, mais pour vous montrer que c'est les étapes avant lesquelles vos enfants se trouvent et qui leur ont fait faire des grands progrès quand ils arrivent en maternelle. Là, c'est un chercheur qui montre devant deux bassines des brocolis crus et puis des petits gâteaux apéritifs, et devant les brocolis, elle fait c'est bon, j'adore les brocolis, puis devant les gâteaux, elle fait ça c'est pas bon. Donc elle montre des visages contents et pas contents. À 14 mois, elle tend la main au milieu, elle fait tu m'en donnes. À 14 mois, ils donnent des biscuits apéritifs. Parce que eux, ils adorent. Donc, si eux, ils aiment, tout le monde aime. Ce n'est qu'à 18 mois qu'on les voit tendre avec une pincette quand même le brocoli à l'expérimentateur en se disant franchement, j'ai bien compris qu'elle aimait les brocolis, je me demande comment on peut aimer ce truc-là, mais bon, puisqu'elle aime ça, je vais lui donner. Donc c'est vraiment, vous voyez, la bascule se fait à peu près à cet âge-là, parce que c'est vrai que c'est difficile d'imaginer qu'on ne pense pas comme soi. Donc là, on va rentrer vraiment dans tout ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, qui fait que l'enfant va mettre longtemps à comprendre que ses pensées à lui, les autres ne les ont pas, et n'ont pas forcément les mêmes façons de penser que lui. Ça, je pense que c'est même le drame de toute notre vie, hein, parce qu'on essaye de se comprendre tous les uns les autres, mais c'est pas toujours facile. Mais pour nos petits, la vraie compréhension de l'autre pense pas comme moi, on va le situer vers 4 ans. Donc on a des pistes avant 4 ans qui nous montrent que l'enfant comprend que les autres ont des intentions différentes des siennes, mais la vraie idée que l'autre est tout à fait différent de moi et pense autrement que moi, ça se situera plutôt vers 4 ans. Donc ça aussi, ça vous montre que vos tout petits, ils sont encore beaucoup égocentriques. Hein. C'est je pense à moi, et donc normalement tout le monde doit le penser. Alors on a un peu aussi par rapport à notre façon d'exprimer les choses, une palette énorme qui s'appelle la palette des émotions. Donc là, vous voyez, tout ce qu'on peut faire comme émotions différentes, et si je vous demandais de mettre des noms dessus, vous arriveriez. Bon, là, il a l'air étonné, là, je sais pas, il a l'air d'écouter. Toutes ces expressions-là, qui sont simplement un rapport de mouvement des sourcils, du nez, des pommettes et de la bouche, peuvent décrire un état qui est un état émotionnel. Donc nous, on est des experts en ça, parce que ça, c'est des années d'expertise. Par contre, si je vous donnais des photos d'un bébé en vous disant, vous me dites quelle émotion il a, donc ça avait été fait auprès d'une dame qui a justement calqué sur ce bébé des adjectifs. Donc celui-là, il est sceptique, celui-là, il est terrifié, celui-là, il s'ennuie. Vous voyez, ça ne colle pas du tout, parce que c'est évident que les émotions décrites à la naissance ne sont pas des émotions qui sont de la richesse de celles des adultes. Donc là aussi, nous, on a du mal en tant qu'adultes à ne pas coder les émotions des enfants avec notre code adulte.
Et ça, c'est encore notre cerveau qui va trop vite en besogne. Quand on voit des enfants faire quelque chose dans un registre comportemental, on le met analysé avec notre code adulte. C'est vrai que des petites choses, des petites postures, par exemple, l'autre jour, je voyais une petite fille, elle a levé les épaules et elle les a baissées. Et un adulte à côté fait « Ah bon, t'en as marre ?» Donc elle avait levé, baissé les épaules. Ce mouvement-là est quelque chose qui, nous, en tant qu'adultes, peut être parti en langage non verbal, à dire que vraiment là, on souffle avec les épaules et qu'on est peut-être en train de s'ennuyer. Mais chez les petits-enfants, ces comportements-là font qu'on arrive à oublier notre analyse de communication adulte pour pouvoir reprendre les choses plutôt basiques, parce que souvent, c'est pas si simple que si compliqué que ça. Alors, c'est pareil, des fois, les enfants font beaucoup de gestes par imitation, mais c'est pas parce qu'ils ont imité un geste qu'ils en ont compris le sens. Moi, j'ai vu pas mal de doigts d'honneur en crèche. Je pense qu'ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient. Hein. Et donc, il ne faut pas se sentir très, très choqué quand un petit fait ça. Il l'a vu quelque part, peut-être dans la voiture de ses parents en venant. Et puis voilà. Et puis, du coup, il refait ce geste-là. Mais on a tout un code non-verbal qui nous est tellement familier qu'on a un peu de mal quelquefois à ne pas rentrer dans ce code avec nos petits. Donc c'est vrai que toute cette idée de théorie d'esprit, c'est vraiment très important. Et je pense que là, c'est vraiment en maternelle où on a le plus à travailler cette notion-là, savoir qui est l'autre, que pense l'autre. On va pouvoir avoir évidemment des tas de situations où les enfants vont en collectivité s'entendre dire des choses les uns les autres pour pouvoir avoir plusieurs points de vue. Mais évidemment, c'est toute une sorte de travail qui se fait et qui va demander même des années pour pouvoir être utile dans une vie en société avec des codes communs. Et en plus, c'est très culturel. Nous avons des codes qui sont purement liés à notre façon d'exprimer certaines choses et qu'on ne retrouvera pas forcément dans une autre culture. Donc ça, c'est vraiment très très difficile on oublie un peu qu'ils n'ont pas toute notre expertise. Hein. Ils sont encore un peu en apprentissage. Donc, juste des petites pistes comme ça pour voir ce qu'on peut faire. Donc, je pense que chez les petits, on évitera peut-être les chaises chez les petites maternelles. Les jouets moteurs, c'est vraiment important qu'il y en ait aussi tout le temps, parce que c'est vrai que c'est très important que les enfants puissent faire de la motricité même quand ils ne sont pas en récréation, parce qu'ils ont besoin de bouger tout le temps et cette motricité va les aider à apprendre la maîtrise de leur corps. On va avoir aussi, je suis toujours chez les petits de 3 ans, parce que vos petits de 3 ans, c'est ceux que j'ai en crèche, hein, c'est exactement les mêmes. Ils auront beaucoup besoin de communiquer par imitation. Et donc l'imitation va être un mode de communication très très important jusqu'à ce que le langage prenne le dessus. Et pour communiquer, il faut des jouets identiques. Donc il faut vraiment que vous ayez beaucoup de jouets identiques, mais totalement identiques, parce que quand on fait de l'imitation, on fait vraiment le miroir de l'action de l'autre, et on le fait avec un objet qui est exactement le même. Sinon, on ne va pas pouvoir faire de l'imitation. Des utilisations libres dans la motricité. On ne donne pas des règles pour savoir comment on utilise quelque chose d'un point de vue moteur. Un enfant doit se débrouiller à utiliser sa motricité pour pouvoir découvrir toutes ses capacités. Des cachettes, c'est très important aussi, parce que c'est aussi dans l'attachement, la possibilité qu'aura l'enfant de pouvoir vous faire disparaître momentanément pour voir s'il peut supporter cette disparition, mais c'est à lui de tester quand il est prêt. Et puis surtout beaucoup de matériel, et du matériel avec lequel l'enfant va pouvoir faire toutes ces combinatoires, mélanger les choses, qu'est-ce qui est le plus gros pour aller dans le plus petit, est-ce que ça peut aller, comment cet objet fonctionne, toutes mes catégorisations avec mes objets, je mets dans une boîte là où il y en a le plus, hein, toutes les prédispositions mathématiques qu'on peut avoir, et puis aussi essayer de ranger les objets du plus grand au plus petit, du plus lourd au plus léger, hein, avec des tas d'objets où on va pouvoir justement lui faire des classements. Et le classement, vraiment, ça c'est absolument génial pour pouvoir justement le préparer à avoir une appréciation de toutes les différentes valeurs. Je vais peut-être m'arrêter là parce que sinon vous allez... Ou je termine juste ça. Bon, je peux encore 5 minutes.
hein, parce que je vais essayer de vous donner quand même juste les grandes lignes du prof, parce que c'était de ça aussi que je voulais vous parler. Donc, là, les conditions d'apprentissage, d'abord une première chose, c'est qu'il faut savoir, c'est que notre cerveau décode les compétences pédagogiques des adultes. C'est extraordinaire. Si vous vous mettez devant un enfant, que vous faites quelque chose sans le regarder et qu'après vous partiez, il n'a pas reçu l'information que c'était une modélisation de votre part. Par contre, si vous le regardez d'abord, vous faites votre modèle, vous le regardez ensuite et là vous attendez, là dans son cerveau, ce regard avant-après qui a encadré votre modèle, c'est une consigne pédagogique. Ça veut dire, voilà, je t'ai présenté ça et maintenant c'est à toi de le faire. C'est simple comme tout, mais ça change tout. Si vous ne vous mettez pas dans cette posture d'indiquer à l'enfant par un regard avant-après pour encadrer votre démonstration, que cette démonstration était quelque chose que vous vouliez lui enseigner, il ne l'a pas pris comme tel. Donc, toutes nos formules de pédagogie vont passer par le regard. Hein, on regarde d'abord les enfants, il faut qu'ils se sentent concernés par vous, pour que ce que vous allez faire après soit considéré comme quelque chose qui leur est adressé à eux. Sinon, vous aviez simplement envie de jouer avec cet objet-là et après tout, ça vous regarde. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses. Alors, ils ont entièrement confiance dans les adultes. Là aussi, ce rapport maintenant qu'on voit en décrivant un petit peu la fragilité des enfants, va complètement changer nos rapports d'adultes à enfants. Déjà en crèche, j'insiste beaucoup, et pour vous aussi, ça va être exactement la même chose, on n'est pas dans un rapport d'autorité. Il n'y a aucune raison pour un enfant que vous soyez là en autorité, puisque votre statut d'être le sauveur du monde, s'il leur arrive un problème, il est absolument évident dès le départ. Donc il n'y a jamais de remise en cause de l'autorité de l'adulte. Jamais. Donc ça, c'est des films qu'on se fait en disant que l'enfant essaye toujours de voir jusqu'où il peut nous pousser dans les limites et tout. C'est pas du tout de ça qu'il est question. L'enfant a toujours besoin de s'assurer que l'adulte va le sécuriser parce qu'il ne pourrait pas survivre sans adulte. Donc il recherche à tout moment la réponse de l'adulte. Est-ce que vraiment tu es bien disposé à mon égard pour me sauver s'il y avait un problème? C'est uniquement la grande question existentielle que l'enfant se pose toutes les 5 secondes. Hein, donc, si on pense que l'enfant ne nous a pas écoutés, c'est pas par une remise en cause de l'autorité. Parce qu'il n'y a pas d'autorité, elle est naturelle. Vous êtes forcément quelqu'un qui va être tout puissant pour lui. Alors ça, c'est une vieille recherche où on regardait si les enfants qui marchaient à 4 pattes avaient la perception de la profondeur. Donc on s'apercevait qu'ils s'arrêtaient juste au bord, parce que justement, ils voyaient bien que là, il y avait certainement un creux et ils ne s'aventuraient pas plus loin. On a repris cette recherche, on a mis la maman au bout, on a dit à la maman, appelez-le. Et bien là, le gamin, il traverse. Donc on sait que visuellement, il voit bien qu'il y a un danger. Si maman au bout me dit vas-y, j'y vais. Confiance aveugle. Donc la confiance dans les adultes, elle est pour vous aussi exactement pareil. Quand vous donnez à un enfant un appel ou quelque chose comme ça, que vous lui avez gratifié d'un sourire et tout, il a compris que vous étiez d'accord. Si vous lui faites non, vas-y, surtout pas et tout, il s'arrêtera là au bord. Votre message est informatif, votre message est clair, et c'est vers l'adulte qui va savoir s'il y a danger ou pas danger. Parce que lui, il sait très bien que tout seul, il ne saurait pas. Donc ça, c'est évident. Hein, il n'y a pas besoin de chercher à lui donner, à asseoir notre autorité. Alors, je vais terminer sur juste ces grandes compétences que doit avoir un enseignant pour apprendre. Il doit aider l'enfant à maintenir son attention. Et là, l'attention, c'est aussi des contrôles, hein, avec le frontal qui n'est pas encore tout à fait opérationnel, s'arranger toujours pour que l'enfant puisse avoir le moins de distracteurs possible pour résoudre une tâche en étant évidemment pas trop sollicité. En classe, c'est vraiment quelque chose de très difficile parce qu'il y a beaucoup de bruit, beaucoup de choses. Donc, essayez de réduire un maximum tout le bruit, mais le bruit en général, c'est-à-dire ça peut être aussi visuellement. Des fois, il y a des surcharges visuelles dans les salles de classe. On commence à travailler là-dessus et on s'aperçoit qu'on met beaucoup trop de choses au mur. Ça fait une surcharge cognitive pour l'enfant et donc il a du mal après à se concentrer. Donc, favoriser tout ce qui peut être attention, parce que justement, les circuits attentionnels, ça se travaille et c'est en répétant des exercices attentionnels qu'on fabrique de l'attention. Il faut qu'il soit actif, c'est-à-dire que c'est lui qui doit faire. Hein, on ne lui fait pas un cours magistral,
On le laisse faire et on accompagne ses découvertes et on lui fait des propositions, mais c'est lui qui doit absolument faire les choses et avec plaisir. C'est-à-dire qu'on ne lui décrète pas qu'aujourd'hui on va faire activité pâte à modeler s'il n'en a pas envie. Donc ça va être vraiment son choix. On va le féliciter pendant le temps où il fait ses expérimentations, mais les félicitations chez un être humain, c'est le sourire. Le fait de vous intéresser à lui, de lui faire un sourire de temps en temps, ça c'est le comble du bonheur. Après aussi, il faut lui donner des tâches où il peut se tromper. Arrangez-vous pour qu'il y ait des choses un peu difficiles, où il y ait des fois des petites erreurs. Tout bêtement, moi je vois des fois à la cantine, on ne les laisse pas se servir de l'eau parce qu'ils vont en mettre partout. Ben oui, mais c'est justement comme ça qu'on apprend. Donc on peut aussi les mettre dans des conditions où ils vont pouvoir, avec la condition d'avoir un petit bro, pas trop lourd, la possibilité de se servir, et en apprenant à se servir, au bout de 4-5 fois, on sait se servir sans en mettre par terre, alors que si on ne l'a jamais fait, c'est sûr que ça ne marchera pas. On va le laisser répéter plusieurs fois quand il a trouvé quelque chose, parce que justement, il consolide comme ça. Et alors justement, tout ce qui va lui permettre de faire ses apprentissages, c'est le sommeil. Donc il faut évidemment soigner un peu le sommeil chez les petits, à la maternelle, et puis essayer aussi d'encourager les parents à ne pas aussi priver les enfants de sommeil avec des fois des sorties un peu tardives. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que bon, j'ai encore plein de choses à vous raconter, mais c'était un petit peu trop ambitieux, il faudra que j'en mette un petit peu moins. Il y a des choses qui vous ont un peu... Une journée de classe, on a envie de se reposer.